Bonsoir à tous. Tout augmente, tout coûte de plus en plus cher. Notre pouvoir d'achat a fondu. Avec le passage à l'euro, les commerçants se sont goinfrés sur les prix. Ces phrases-là, ces mots-là, on les a tous entendus et parfois même prononcés. Et pourtant, dans le même temps, les statisticiens nous disent le plus souvent que nos impressions nous trompent. Alors qui a raison? La vie est-elle vraiment plus chère? C'est la question centrale de ce nouveau numéro de Capital. En voici tout de suite le programme. 400 € par an et par enfant, c'est le budget moyen que dépensent les parents pour habiller leurs petits. Un marché considérable. Conséquence, entre les fabricants, tous les coûts sont permis. Vous allez voir comment les marques s'y prennent pour vous donner envie de repasser les voir régulièrement. On vous montrera aussi leurs astuces pour faire baisser leurs prix. Aux chefs d'entreprise, je dis, c'est bien que vous gagnez de l'argent avec vos entreprises, mais il faut que les salariés en profitent aussi. Ça, c'était au printemps dernier. Nicolas Sarkozy faisait son petit effet en lançant l'idée d'une prime pour les salariés. Au moins 1 000 € enchaînés un peu vite le ministre de l'économie. L'été est passé, que reste-t-il de cette promesse? Qui va finalement bénéficier de cette prime? Sera-t-elle à la hauteur des espérances? Nous avons décortiqué cette mesure censée doper votre pouvoir d'achat. Du pouvoir d'achat et des salaires, il en sera question avec notre invité Jean-Luc Mélenchon. Lui veut augmenter tous les salaires, mais est-ce bien réaliste? Eh bien, on en débattra avec lui. Elle vous coûte une fortune chaque mois, votre voiture. Avec l'explosion des prix du pétrole, ça n'a fait qu'empirer. La solution, c'est peut-être l'hybride. Elle roule en partie à l'électricité et en théorie, elle consomme moins. Avant, c'était une voiture spécialisée. Une voiture pour les stars d'Hollywood. Maintenant, c'est une voiture pour tout le monde. Qui sont les constructeurs qui ont misé sur l'hybride? Ces voitures-là peuvent-elles nous faire faire de vraies économies? La réponse tout à l'heure. Et puis, il est présent dans vos céréales du petit déjeuner, dans vos gâteaux, dans vos pâtes et bien sûr dans votre pain, le blé. Devenu une denrée très précieuse, son prix a explosé et ça n'embête pas tout le monde, très loin de là. Des agriculteurs de la Beauce aux financiers internationaux, vous allez faire connaissance avec tous les profiteurs du blé. Il n'y a pas d'âge pour être une fashion victime. Tous les parents vous le diront, habiller les enfants de la tête aux pieds peut rapidement coûter une petite fortune. Évidemment parce qu'ils n'arrêtent pas de grandir, ça c'est évident, mais aussi, avouons-le, parce qu'on aime bien qu'ils soient à la mode ces petits. Et tout ça, ça fait grimper l'addition. Bref, c'est un marché juteux. Tout l'enjeu pour les nombreuses enseignes, c'est de réussir à se distinguer pour attirer et pour conserver le client. Marie Ozna. Deux fois par an, des centaines de familles se donnent rendez-vous devant la mairie du 15e arrondissement de Paris. Elles n'ont pas de revendications particulières à adresser au maire. Si elles sont là, c'est pour une seule chose, dégoter des vêtements pas chers et pas n'importe lesquels. Ça, c'est que 6 ans. D'accord. Donc, je sais pas ce que vous cherchez. Vous avez du 24 mois pour les garçons? Bienvenue dans ce qu'on appelle un vide-bébé, c'est-à-dire un vide-grenier pour tête blonde. T-shirt à 2 €, blouson à 5 €, des montagnes de vêtements pour enfants où l'on peut trouver son bonheur à des prix fracassés. On les prend? Il y en a 9. Ouais. Tu prends la casquette? Ouais. Là, j'ai un blouson Sirius tout neuf pour 7 €. Vous voyez, il n'a jamais été porté. Ça, vous n'auriez pas pu le trouver en magasin à ce prix-là? Ah bah absolument pas, non. C'est le triple ou 5 fois le prix, quoi. Ce jour-là, plus de 300 clientes ont arpenté les allées pendant des heures à la recherche de la bonne affaire. Car habiller ses enfants de la tête aux pieds, ce n'est pas donné. Pourtant, impossible d'y échapper. C'est l'un des budgets les plus conséquents des familles, les vêtements. Et lorsqu'il s'agit d'habiller nos petits, nous sommes les champions de la dépense. En moyenne, près de 400 € par an et par enfant. À peine le dos tourné, et voilà nos chérubins qui ne rentrent plus dans leurs poussettes, ni dans leurs vêtements. Les enfants changent de taille et refont leur garde-robe tous les ans. Et ça n'a pas échappé aux marques. Okaïdi, du pareil au même, la compagnie des petits, ou encore Vet-à-faire. Des dizaines de fabricants se battent pour séduire les enfants et les mamans. Alors, comment se débrouillent-ils pour piocher dans le porte-monnaie des parents? Jusqu'où certaines enseignes sont-elles prêtes à aller pour habiller les enfants à prix cassé?
Oscar Wilde le disait, la tentation n'existe que parce qu'il faut y céder. Mais il ne précisait pas qu'elle avait un prix. À Marseille, à 2 pas du Vieux-Port, une mère de famille s'en est vite rendue compte. Doriane, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Doriane? Comme beaucoup de mamans, Alexandra a un péché mignon. Elle craque facilement quand il s'agit d'habiller sa fille Inès, 3 ans et demi, et son fils Dorian, 10 ans. Du coup, dans les placards, leurs vêtements ont fini par prendre toute la place et par peser lourd dans les finances familiales. Après, c'est plutôt les blousons qui coûtent le plus cher. Hein, donc voilà, ça c'est pour Inès. Alors en plus, il en faut un pour la demi-saison. Un pour l'hiver, un pour Dorian. Alors c'est pas le même genre, c'est ça. Là, c'est quand même des budgets, quoi. C'est-à-dire que pour Dorian, c'est à peu près minimum 70 €, le blouson, minimum. Chaque mois, Alexandra dépense environ 100 € pour habiller ses enfants. Car dès qu'elle le peut, elle se met en quête de nouvelles tenues. Aujourd'hui, elle est venue faire du shopping dans l'une de ses boutiques préférées. Bonjour madame. Ici, les mamans dépensent en moyenne 45 €. Alexandra, elle, s'est promis d'être raisonnable. Alors, quelle taille recherchez-vous madame? 4 ans. 4 ans. Donc c'est par là. Voilà. Une petite robe et pas plus, mais cela ne va pas se passer tout à fait comme elle l'avait prévu. Elle est super jolie. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette robe? Les couleurs et les motifs, voilà, les petits détails du bas. Car comme beaucoup de mamans, elle ne va pas résister à l'envie de jouer un peu à la poupée et de looker sa fille de la tête aux pieds. Et le chapeau en bas, il est à vous ou pas? Oui. Il est beau pour aller à la plage. Alexandra était venue chercher une robe. Ah non, mais pour voir quelle est la taille. Elle repart avec un t-shirt, 2 jupes et le chapeau. Alors, ça nous fait un total de 36,55 €, s'il vous plaît. C'est 2 fois plus que ce qu'elle avait prévu de dépenser. Et ce qui se passe avec cette cliente est loin d'être une exception. C'est même une stratégie très étudiée et assumée par l'enseigne qui affiche un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros par an. À l'origine de ce succès, Jean-Pierre Druard, 55 ans. C'est le directeur général de la Compagnie des Petits depuis 1 an. Et sa recette, l'homme d'affaires l'a puisée dans son histoire personnelle. J'ai élevé mon fils tout seul dès sa naissance, donc je dirais un peu comme une maman. J'ai passé déjà mes premières années à faire du shopping, à comparer les prix. Donc votre cliente, vous la connaissez bien? Et donc ma cliente, je pense que on va dire que je la connais peut-être un peu mieux que d'autres. Et pour vendre le plus possible d'articles à chaque maman qui entre dans son magasin, ce père de famille a mis au point une technique très efficace qu'il applique dans ses 130 boutiques. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Chaque article est vendu séparément, mais systématiquement, juste à côté, le magasin les assemble pour proposer une petite tenue clé en main. Impossible alors de résister à l'envie d'acheter la panoplie. On suggère le package pour essayer effectivement de faire des propositions intéressantes à nos clientes. Hein. Et si ces clientes avaient encore quelques réticences à acheter un ensemble, Jean-Pierre Druard a imaginé un détail qui a boosté ses ventes. Sur plusieurs modèles, l'enseigne reproduit le même motif, comme ici, ce petit cheval. Le but, ôter l'envie à la consommatrice de compléter sa tenue chez la concurrence. Sans ces petits détails, ça se vendrait moins bien, vos vêtements? Absolument, ça se vendrait moins bien parce que les consommatrices sont très demandeuses. Résultat, si l'on craque pour cette tenue complète, entre le gilet à 34,95 €, la jupe à 25,95 € et le t-shirt à 16,95 €, l'addition s'élève à 78 €. Et ça marche. L'an dernier, l'enseigne a augmenté son chiffre d'affaires de près de 10%. Un résultat qui la pousse à inventer sans cesse de nouveaux modèles. Pour ça, la marque utilise les mêmes techniques que le prêt-à-porter classique. Elle emploie une vingtaine de stylistes, lance 2 collections par an
et fait fabriquer ses 4 millions de pièces annuelles en Chine. Reste à trouver l'inspiration. Et là encore, comme dans les grands groupes de prêt-à-porter, la marque commence par s'inspirer des autres. Et c'est à Londres que se trouve en ce moment le top de la tendance. Un imprimé qui fait fureur dans les magasins pour enfants et qui porte un nom, Liberty. Un célèbre tissu à fleurs créé ici à Londres et qui a cartonné cet été en France. Zara, Jacadi, Bonpoint, Cyrillus, toutes ces marques cherchent à le décliner à l'infini. Estelle Chaplin, la directrice des achats et du style de la Compagnie des Petits, sait qu'elle doit en vendre absolument si elle veut rester dans la course. C'est dans cet immeuble à colombage, dans cette institution londonienne, que la jeune femme va devoir sortir son chéquier pour en proposer à ses clientes. Car forcément, tous ces tissus prestigieux et très délicats ont un prix. C'est 10,55 € avec les frais de port. Il y a un minimum à acheter? C'est minimum 150 mètres par saison et vous pouvez prendre plusieurs imprimés différents. C'est plus du double de ce que je paye actuellement, normalement pour un tissu en coton imprimé. Mais c'est un choix. Un tissu un peu trop cher pour sa marque. Estelle sait déjà qu'elle ne pourra proposer qu'une mini-collection dans cet imprimé. Pour la suite de son shopping, elle va donc devoir dégoter de nouvelles matières, mais moins chères à produire. C'est à Notting Hill, au fond de ce magasin, que la directrice de collection va faire quelques trouvailles. Comme un pull gris a priori banal, mais qui va taper dans l'œil de la professionnelle. Là, par exemple, on est sur... je sais même pas ce que c'est, cette matière. C'est pas du tricot, c'est du molleton, en fait, qui est doublé... Un peu plus loin, c'est une jupe en tulle à 67 € qui va attirer son regard. Et le tulle, justement, la cliente type d'Estelle en veut à toutes les sauces en ce moment. Je trouve ça assez intéressant. Dans le principe, il est tout froissé. Ça, on a moins l'habitude de le voir. Et ce qui est drôle, c'est qu'on peut le faire dans n'importe quelle couleur. Elle adore. Et le tulle a un autre avantage non négligeable. Les Chinois peuvent le produire pour pas cher. Bref, envoyer cette matière à ses fabricants en Chine pour la copier, Estelle ne va pas se gêner. C'est moi qui vais leur montrer la matière et c'est moi qui vais leur demander de faire une recherche pour avoir ce type de matière. Voilà. Et donc après, c'est à eux de se débrouiller pour, dans un temps record, me proposer des matières similaires. Grâce à cette fabrication made in China, la marque devrait proposer ce genre de tutu 2 fois moins cher. Une aubaine, car avec la baisse du pouvoir d'achat, les mamans rechignent de plus en plus à payer trop cher les vêtements de leurs enfants. Une donnée qui fait les beaux jours de challengers de plus en plus agressifs, les discounters. À Nantes, une entreprise a fait fortune grâce aux vêtements pour enfants à prix cassé. Avec un chiffre d'affaires de 140 millions d'euros, Vetaffaire est le leader du vêtement hard discount. Des magasins installés en zone industrielle et qui ressemblent à des entrepôts, ouverts tous les jours de l'année. À l'intérieur, 800 mètres carrés remplis de vêtements pour la famille. 2000 références dont plus de la moitié est vendue à moins de 5 €. Ici, les chemises sont à 3,49 €, les pantalons à 4,99 € et les pyjamas à 2,49 €. Des petits prix qui séduisent les clientes, qui dévalisent les rayons. C'est celui-là, regarde, c'est mignon. Oh, c'est mignon, franchement. Oh, je vais lui prendre aussi, ça me permet d'en prendre plus. Ça, c'est une petite robe. Oh, ça, c'est mignon aussi. Alors, on va prendre ça aussi. Tiens, regarde pour ta petite sœur, pour Julie. Regarde toutes les choses qu'elle va avoir. Elle va être contente. Hein. Bon. On va aller voir pour Julien. Pour Julien. Qu'est-ce que vous cherchez en fait? Oh, bah plein de petits vêtements. Parce que c'est vrai, c'est vraiment un petit prix intéressant. Alors, on peut en voir plus. C'est vrai ou c'est pas bah, cher? Oui, c'est pas cher. Pas du tout. En moyenne, les clientes achètent 4 articles par visite.
Pour tenir la cadence, il faut donc réapprovisionner le magasin en permanence. Chaque jour à l'entrepôt, c'est le balai des poids lourds. Ils viennent livrer la marchandise qui partira ensuite dans les 140 magasins de l'Hexagone. En réserve, les gérantes du magasin, elles aussi, s'activent pour renouveler la marchandise. Les rayons doivent être toujours pleins, alors il faut aller vite. Alors, 2216. C'est quoi? Robe bébé fille. Il y en a combien de cartons? Oui, 3 cartons de 42 pièces. Et pour gagner du temps, les vêtements arrivent dans les cartons déjà étiquetés et sur cintre. 9. Ouais, bah 9. Nous, on a un débit énorme en fait. On a un gros quota. En fait, on fait partie des magasins où on est en très gros quota. Donc forcément, il faut remplir toutes les semaines, 2-3 fois par semaine. Pour vendre des articles à moins de 5 €, pas de secret, l'enseigne rogne sur tout. À commencer par les antivols. Il n'y en a jamais sur les vêtements. Quant aux vigiles, ils ne sont pas toujours présents dans les rayons. Est-ce qu'il y a un système de sécurité dans le magasin? C'est pas moi. Non, on n'en a pas. Non. Et pourquoi? On n'en a pas. Parce que le prix article, c'est plus coûteux d'investir dans de l'antivol. C'est dur de le dire, mais de se faire voler, à la limite, ça nous coûte moins cher. Mais les économies ne s'arrêtent évidemment pas là. À 100 mètres du magasin se trouve le siège de l'enseigne. C'est ici que travaillent les 2 filles du fondateur de Vetaffaire. J'ai cru voir les filles. Aidées de stylistes, elles imaginent la majeure partie des vêtements, ou disons, s'inspirent des autres. Sorti cette semaine. Alors, tiens, celui-là, il est canon, j'adore. L'inspiration, Marine et Mélanie la trouvent dans les magazines féminins ou chez les concurrents. Donc, on a trouvé un petit jean qui a attiré notre attention. Dans un autre magasin. On l'a acheté, oui, dans un autre magasin. Et puis du coup, c'est aussi pour se souvenir qu'on a un short en jean à faire. Qu'est-ce qui vous a plu d'abord dans ce short? La petite poche cœur que j'aime bien. Donc, pas forcément pour... Enfin, c'est un début de cœur, mais après, je me suis dit, on pourrait faire carrément les petites poches cœur. Parce que ça peut être sympa. Pour de la fillette, c'est mignon. Voilà. En même temps, ce short vendu environ 15 € par une grande enseigne, les jeunes femmes veulent le proposer 3 fois moins cher dans leur magasin. Pour ça, elles traquent les détails qui vont permettre de baisser les coûts. Moi déjà, je mettrai derrière les petits poches cœur, là, comme je vous avais dit. Et en fait, sans flap comme ça, sans flap ni bouton. D'accord. Et en fait, juste ça, ça permet de gagner beaucoup sur le prix. Mais là où les sœurs ont réussi à faire un maximum d'économies, c'est en créant des vêtements avec des motifs en désordre. Nous, on fait très rarement des imprimés qui peuvent être mis uniquement dans un sens. Parce qu'en fait, quand on coupe la matière, s'ils doivent uniquement utiliser la matière dans un sens, il y a une perte de tissu qui est incroyable. Comme pour du papier peint, quand les motifs sont en ligne, il faut les raccorder au plus juste pour qu'ils soient alignés. Pas la peine avec leur modèle, où le désordre de l'imprimé leur facilite la tâche et leur permet de gagner de l'argent. Vous voyez, vous avez des cœurs à l'endroit et des cœurs à l'envers. Ouais. En fait, tous les cœurs ne sont pas dans le même sens. C'est un détail, mais c'est énorme. Un détail insignifiant pour les mamans et grâce auquel Vetaffaire arrive à vendre des pyjamas à 5,99 €. Dans le groupe, tous les salariés doivent trouver les moyens à leur niveau de faire baisser les coûts de fabrication. Et c'est bien le casse-tête de Thomas Fleury, le directeur des achats. Car depuis quelques mois, le prix du coton, la matière première qui compose la majeure partie des vêtements pour enfants, est en train d'exploser. Du coup, chez les concurrents, les prix grimpent, mais Thomas a trouvé une solution pour contourner le problème. On a été obligé de trouver des nouvelles matières. C'est des matières qui ont été mixées généralement, donc il y a... Avant, on faisait peut-être du 100% coton. Aujourd'hui, on fait du 65% coton avec du polyester. Donc ce t-shirt, par exemple, en 100% coton, ne serait pas à 6,99 €? Non, je serai à 9,99 €. Cette astuce, les marques pour enfants rechignent à l'utiliser. Car le polyester est une matière obtenue par procédés chimiques et moins douce au toucher, ce qui peut rebuter certaines mères de famille. Grâce à cela, Thomas, lui, a réussi à ne pas augmenter le prix de certains t-shirts. Mais son meilleur coup, le directeur des achats l'a fait en négociant avec ses fabricants.
Quand êtes-vous arrivé en France? Monsieur Manaj est un Indien qui vit en Chine. Il dirige plusieurs usines là-bas. Il est venu parler de la nouvelle collection de pyjamas pour enfants que veut lancer l'enseigne. Thomas va tout de suite entrer dans le vif du sujet et lui poser une petite question insignifiante, mais qui va lui faire gagner beaucoup d'argent. Tu as vérifié avec les usines pour leur prix quand elles sont vides? J'ai parlé avec l'usine pour produire les pyjamas au meilleur tarif. Elle est libre en juillet, août et septembre. Jouer sur le planning des usines, c'est la clé de tout. Car Thomas sait que durant certaines périodes, les usines tournent à bas régime et que les ouvriers sont au chômage technique. Voilà comment, en acceptant de jouer les bouches-trous, Thomas parvient à obtenir des ristournes. Toutes les saisons, ils nous appellent, ils nous disent bah, écoutez, dans 2 mois, je vais être vide, je ne vais pas avoir trop de travail. Est-ce que tu as des commandes à me donner maintenant? Et nous, c'est notre force. Et si le fournisseur accepte d'être conciliant et de baisser ses prix, c'est aussi parce que le français est son plus gros client. Là, ce sont les pyjamas pour garçons. Ça va de 8 à 14 ans. Là, on a 125 000 pièces. Bref, au total, on aura en tout 225 000 pièces. Les volumes sont assez importants, donc c'est toujours intéressant pour nous. Si c'était moins, ce ne serait pas intéressant. Mais avec les quantités qu'ils nous donnent, on peut économiser sur la teinture, sur les accessoires. En rationalisant aussi ses coûts à l'extrême, l'enseigne a triplé ses bénéfices en 1 an. Une très belle réussite sur le marché des vêtements pour enfants. Mais pour afficher des tarifs défiant toute concurrence, la marque ne s'est pas contentée de baisser ses prix de revient. Elle a aussi cherché à réduire ses coûts salariaux, quitte à s'affranchir parfois du droit du travail. Dans différentes villes, des collaborateurs ont du coup attaqué le discounter en justice pour travail dissimulé et non-paiement des heures supplémentaires. Ce conflit contre l'enseigne, ce couple l'a entamé il y a 9 ans. À l'époque, Tony et Emmanuel empruntaient tous les jours cette route qui les menait jusqu'à leur lieu de travail, le magasin Vêt-à-Faire de Niort. Et ici. En fait, le couple dirigeait ce commerce. Vous avez travaillé Voilà, on a travaillé ici pendant 3 ans. On a laissé beaucoup de sueur. Et beaucoup de rancœur au jour d'aujourd'hui? À l'époque, Tony et Emmanuel détiennent 5% des parts du magasin. Ils sont gérants associés. Mais de fait, ils ont très peu de marge de manœuvre. Ils ont le sentiment de n'avoir pas plus de liberté qu'un simple salarié. Nous, on pensait que gérant, on était patron du magasin. Enfin, c'est nous qui gérait tout, les fournisseurs, et non. On ouvrait, on fermait le magasin, on faisait de la caisse, on rangeait le magasin, et voilà. Moi, j'appelle pas ça être gérant d'un magasin. J'appelle ça que c'est un travail de salarié, quoi. Deuxième problème, ce statut va avoir des conséquences sur leur rythme de travail. Le magasin est ouvert 7 jours sur 7, les cadences sont soutenues et le statut du couple permet de travailler également le dimanche. Et ça, c'est toutes les horaires qu'on a fait. Et ça, c'est toutes les horaires, les heures supplémentaires, les dimanches, les fériés, tout. Donc en 2000, on a fait des semaines de 77 heures. Donc sur le mois, on avait fait quand même 235 heures. 235 heures au lieu des 150 de base et une rémunération qui, elle, ne varie pas, 1 500 € par mois. Avec leur statut de gérant non salarié, les heures supplémentaires ne sont pas payées. Résultat, même s'ils touchent une partie des bénéfices en tant que gérants, ils estiment que leur manque à gagner aurait avoisiné les 800 € par mois. Ils ont donc saisi la justice. Les fondateurs du groupe, eux, ont toujours contesté la notion de travail dissimulé. Ils ont été condamnés à 8 mois de prison avec sursis et à 30 000 € d'amende. Depuis, ils se sont pourvus en cassation. Aujourd'hui, ce genre de cas de figure n'est plus possible. Il y a 2 ans, André Picard, le directeur général, a en effet modifié le statut de ses gérants et de ses boutiques. Il les a rendus indépendants en les franchisant. C'est vous qui avez eu l'idée de passer un contrat de franchise
Qu'est-ce qui a été le déclic en fait? Ben nous, c'est le développement. Donc on s'est renseigné avec des avocats, avec du juridique, quelle était la meilleure formule pour ouvrir le maximum de magasins et en respectant le maximum la loi, tout simplement. Donc on a ouvert nos magasins et nous ont conseillé ce qui était le plus adapté pour se développer rapidement, mais comme beaucoup d'enseignes, c'est la franchise. Depuis ce changement de statut, la marque a continué son expansion. Elle a ouvert une 50aine de magasins en France. Évidemment, quand on parle pouvoir d'achat, on se dit que le moyen le plus efficace pour le faire grimper, c'est d'avoir une augmentation de salaire. Cela dit, elles se font un peu rares ces temps-ci. Partons du principe qu'il n'y a aucune raison que les salariés qui travaillent dans des entreprises qui vont bien n'en profitent pas eux aussi. Le gouvernement a annoncé une prime. C'était il y a quelques mois, la fameuse prime à 1 000 €. L'emballage semblait joli, séduisant. Reste à savoir si cette promesse a été tenue. Et c'est là que ça se complique. Enquête d'Éric Declémy. La rue est encore calme, mais ça ne va pas durer longtemps. À 7 h du matin, les employés de ce supermarché de la région parisienne arrivent sur leur lieu de travail. Salut. Ouais. Ça va? Ouais. Aujourd'hui, aucun d'entre eux ne va prendre son poste. Comme Florian, ils ont décidé de faire grève pour réclamer des augmentations de salaire. Bloc l'entrée du magasin. Ah, moi je suis chaud, moi. On leur montrer qu'on gagne la misère. On comprend ce que c'est la misère. Les salaires, la misère, les Florian a 29 ans. Il travaille dans ce supermarché depuis 10 ans. Il est responsable adjoint du rayon frais et gagne 1 200 € net par mois. C'est un peu plus que le SMIC, un budget très serré. Je vous dis, avec 1 200 €, on ne vit pas aujourd'hui. Si on ne vit pas avec de l'argent, on vit avec quoi? Comment on peut expliquer qu'en sortant, on va au cinéma ou au McDo, tout ça, on est obligé d'avoir entre guillemets la corde au cou pour vivre? Non, j'ai pas envie d'avoir la corde au cou pour m'acheter un hamburger, vous comprenez? Et cette revendication sur son niveau de vie, Florian est loin d'être le seul à la porter. En ce moment, beaucoup de Français comme lui espèrent une seule chose, que leur salaire augmente. Aujourd'hui, c'est l'une des principales préoccupations des Français. Elle fait d'ailleurs la une de la presse. Beaucoup craignent un coup de froid sur les salaires ou attendent une augmentation pour améliorer leur pouvoir d'achat. Une attente d'autant plus forte que cette année, 3 ans après la crise de 2008, beaucoup d'entreprises annoncent des bénéfices records. Une situation qui oblige les politiques à envisager un meilleur partage des richesses. En avril dernier, c'est le président de la République lui-même qui passe à l'offensive. Aux chefs d'entreprise, je dis, c'est bien que vous gagnez de l'argent avec vos entreprises, mais il faut que les salariés en profitent aussi. Et quelques jours plus tard, François Baroin, alors ministre du Budget, enfonce le clou. Tous les salariés qui participent à l'augmentation de la richesse de leur entreprise doivent pouvoir bénéficier de ce dispositif simple, sous forme de prime exceptionnelle, dont le montant n'est pas encore stabilisé, au moins 1 000 €. L'annonce fait sensation, une prime de 1 000 € pour les salariés. Très rapidement, dès le mois de juillet, la loi est votée. Et elle est très claire. Si une entreprise distribue à ses actionnaires des dividendes, c'est-à-dire une part de ses bénéfices, en hausse par rapport aux années précédentes, elle devra également verser une prime à l'ensemble de ses salariés. Sur le papier, un moyen efficace de booster les salaires. Mais qu'en est-il réellement sur le terrain? Tous les salariés seront-ils concernés? Nous avons voulu savoir si aujourd'hui cette loi est vraiment appliquée dans les entreprises. En clair, si vous avez réellement une chance de toucher ces 1 000 € de prime. Depuis que la loi a été votée il y a 2 mois, tous les salariés rêvent de cette prime. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette loi ne va pas s'appliquer de la même façon dans toutes les entreprises. TechnoFirst, une petite société de haute technologie implantée dans le sud de la France. C'est Christian,
un ancien chercheur en acoustique qui a monté cette entreprise dans les années 90. Il fabrique des casques anti-bruit comme celui-ci et il les vend partout dans le monde. Bon, ça va. L'entreprise a subi les effets de la crise, mais en ce moment, pour Christian, les affaires sont de retour. On peut dire que depuis 6 mois, on a renoué avec notre croissance du passé et maintenant on espère, avec les nouveaux contrats, décoller. C'est vraiment l'objectif. L'an dernier, Christian a fait plus de 600 000 € de bénéfices. De l'argent qu'il pourrait reverser à ses salariés au titre de la prime. Seulement voilà, il ne le fera pas. Il a en fait d'autres projets. Ses bénéfices, il va les investir dans ce hangar. Alors voilà, là vous êtes dans le futur TechnoFirst. Ici, il veut installer dès l'année prochaine un deuxième atelier de production avec 40 machines. Ainsi, il espère développer son entreprise et assurer son avenir. Oui. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'avais un vieil industriel qui m'avait dit que chaque fois qu'il avait mis en route une chaîne de production, chaque fois qu'il entendait le bruit de la machine qui faisait l'aller-retour, il se disait dans sa tête 50 centimes. 50 centimes. 50 centimes. Et je pense que c'est rassurant. C'est rassurant quand on a fait un investissement, qu'on sait que le temps qui coule, ce n'est pas que des dépenses, mais ce sont des entrées récurrentes. Et si Christian peut se permettre d'investir et de ne pas distribuer ses bénéfices à ses salariés, c'est que pour lui, la nouvelle loi n'est pas obligatoire. Selon le texte, seules les entreprises qui emploient plus de 50 salariés sont obligées de verser la prime à 1 000 €. Christian, lui, n'a que 15 salariés. Et dans son cas, le versement de la prime est facultatif. Alors quand ses employés sont venus lui demander la fameuse prime, il leur a expliqué qu'il n'en était pas question. C'était combien de personnes à peu près dans votre boîte? Là, vous avez une quinzaine de personnes ici? J'ai eu 3 personnes qui m'ont demandé la prime, puisque ça avait été annoncé officiellement. Donc j'ai expliqué pourquoi ça allait s'appliquer ou pas, première chose. Et puis j'ai eu peur que ça fasse une sorte de boule de neige, où tout le monde dise « mais pourquoi qu'on n'a pas notre prime ?» Voulant éviter un malaise social, il a donc expliqué la situation à ses salariés, qui se sont résignés. Ici, la prime, ce sera peut-être pour plus tard. La prime à 1 000 € n'est pas concernée, donc après, ça sera au patron de nous faire miroiter une autre prime si la société monte, eh bien, on en profitera aussi. Voilà. L'entreprise de Christian ne versera pas de prime, et ce n'est pas un cas particulier. En France, 1 salarié sur 2 travaille dans des PME de moins de 50 personnes. Et dans ces entreprises, le patron ne sera pas obligé de leur donner une prime. Cette prime devrait alors concerner les salariés qui travaillent dans les plus grosses entreprises. Mais là encore, toucher les 1 000 € va s'avérer plus compliqué que prévu. À quelques kilomètres de Lyon, les locaux flambant neufs de Dimo Gestion. Cette PME de 219 salariés développe des logiciels qui aident à la gestion des coûts dans les entreprises. Des logiciels très prisés en ce moment. Ce qui permet à Guillaume, le PDG, de continuer à faire des bénéfices, alors que depuis la crise de 2008, beaucoup de sociétés françaises sont dans le rouge. On ne va pas se plaindre, je crois qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont souffert beaucoup plus que nous, qui ont fait du négatif, qui ont dû faire des plans sociaux. Bon, nous, on a réussi à conserver toutes les personnes, à continuer à investir et dès l'année suivante, on a retrouvé de la croissance, avec à peu près 20% de croissance. Une croissance à 2 chiffres. Ici, les comptes sont dans le vert. Cette année, Guillaume
a reversé à ses actionnaires des dividendes une part de ses bénéfices, 860 000 € au total, une somme en augmentation. En clair, la société de Guillaume remplit tous les critères énoncés par la loi. Et normalement, elle doit verser la prime aux salariés. La société de Guillaume remplit tous les critères énoncés par la loi. Et normalement, elle doit verser la prime aux salariés. D'ailleurs, ils n'attendent que ça. Sur la terrasse de la cafétéria, avec 1 000 € de plus en poche, certains rêvent déjà de repartir au soleil. Alors Fanny, qu'est-ce que tu ferais avec cette prime? Je pense qu'on pourrait partir en vacances. Ça, ce serait sympa. Petit voyage. Ou la maison. Ou la maison, Voilà, on pourra tout faire. Des billets de banque qui tombent, des billets de pas mal. Des rêves que le patron goûte modérément, car il n'a pas très envie de donner ces 1 000 € supplémentaires. Et pour en discuter, il a convoqué Philippe Beau, son expert comptable. Bon, qu'est-ce que tu sais sur le sujet alors? Quelles sont les nouvelles? Si Guillaume n'est pas très favorable à la prime, c'est qu'il s'estime déjà très généreux avec ses salariés. Les résultats des 3 dernières années. On a des primes sur atteinte d'objectifs, on a l'intéressement, on a la participation. Si on fait la somme de ces 3 éléments, mis bout à bout, ça représente plus de 2 mois de revenus. Donc 2 mois de salaire pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Du coup, donner 1 000 € de plus à ses salariés, ça a du mal à passer. Mais là-dessus, Philippe, son expert comptable, va rapidement le rassurer. Il a lu la loi dans les moindres détails. Et dans le texte, il a découvert un petit passage qu'il a trouvé très intéressant pour Guillaume. En réalité, le montant de cette prime est librement fixé par la négociation entre la direction et les syndicats. En clair, rien n'oblige notre patron à verser 1 000 € à ses salariés. C'est pas un dû et ça se négocie chaque année. Donc c'est pas le gouvernement qui nous dit le montant. Donc je sais qu'on peut aller jusqu'à 1 200 €. Donc ça peut être 100, ça peut être 1 €, ça peut être 1 200. Ça sera quelque part entre 1 € et 1 200 €. Et l'expert comptable va même aller plus loin. Philippe, Guillaume, je vous propose de faire la Une disposition interne à l'entreprise pourrait éviter de verser cette prime. Impose-toi. Un détail que l'expert a découvert dans l'accord sur l'intéressement, l'une des primes déjà versées aux salariés. Chez Dimo Gestion, l'intéressement est régi par cet accord signé entre la direction et les représentants du personnel. Pour que les salariés touchent l'intéressement, un demi-mois de salaire, il faut que, une fois toutes les charges payées, il reste plus de 8% du chiffre d'affaires dans les caisses de l'entreprise. En 2010, la prime d'intéressement a été versée, puisque... Le problème, c'est que si le patron verse 1 000 € supplémentaires à chacun de ses employés, cela va diminuer les bénéfices de la société, et donc ce qui reste en caisse. Après la prime, on aura moins. Dans ce cas, d'après les calculs de l'expert comptable, il n'y aurait plus assez d'argent dans l'entreprise pour verser l'intéressement. De la prime d'intéressement. Donc vous ne seriez plus obligé, dans ce cas-là, de verser l'intéressement. Exactement. Non seulement je ne serais plus obligé, je n'aurais plus l'autorisation légale de la verser. Au terme de cette réunion, Guillaume a donc 2 solides arguments pour ne pas donner ces 1 000 € de prime. Ils ne manqueront pas de venir. Ok. Allez, bonne journée. Tout ça en CE. Pardon? Vous allez présenter tout ça au CE, maintenant c'est moins drôle? Vous allez voir, c'est pas moins drôle. Au contraire, ça ne peut être que positif de toute façon, vu qu'on va faire les calculs dans leur intérêt. Guillaume a maintenant rendez-vous avec les représentants du personnel. Salut Pascal. À l'ordre du jour, la fameuse prime. Mais dès le début,
Guillaume va annoncer la couleur. Cette prime sur dividende, alors je ne sais pas quel nom on lui donne, prime Sarko, prime sur dividende, c'est quoi? Hein 2000 euros, prime de 1000 euros, je n'ai pas lui donné ce nom-là. Très vite, le patron sort l'argumentaire élaboré par son comptable. Chaque année, d'abord, la prime ne sera pas forcément de 1000 euros. Et en plus, elle menace une autre prime que les salariés reçoivent tous les ans, l'intéressement. La prime d'intéressement est versée si on atteint un résultat courant avant impôt qui soit au moins égal à 8% du chiffre d'affaires. Si le fait du versement de cette prime nous fait passer à un seuil inférieur, à ce moment-là, ça tue l'intéressement. Donc c'est contraire à l'intérêt des collaborateurs. Donc je crois qu'il faudra... Les salariés accusent le coup. Alors, soucieux de préserver leur intéressement, ils vont revoir d'eux-mêmes leurs ambitions à la baisse. Toucher 75 à peu près. Peut-être qu'il y aura intérêt à avoir une petite prime pour que tout le monde ait l'intéressement. Trouver une formule comme ça. Donc là, c'est vrai que bon, là, c'est des modalités d'application qu'il faudra voir, quoi. Enfin, au final, celui qui verra, c'est le patron. Car la loi lui donne une arme imparable pour la négociation de cette prime. Quelques mots dans le texte qui font toute la différence. En cas d'échec des négociations, la prime est mise en place par l'employeur seul qui fixera son montant. Bref, en cas de désaccord, c'est Guillaume qui décidera. S'il y en a qui présentent des éléments différents, vous avez le droit de vous exprimer. Cette année, direction et syndicats se sont mis d'accord. Les salariés toucheront l'intéressement, un demi-mois de salaire. La prime, elle, a été négociée à minima. Le patron versera une centaine d'euros à ses employés, bien loin des 1000 euros annoncés par le gouvernement. Des entreprises dans lesquelles le versement de la prime n'est pas obligatoire. D'autres qui négocient à minima avec leurs employés. 2 mois après le vote de la loi, un très grand nombre de salariés français n'est en réalité pas concerné par cette prime dite de 1000 euros. Alors, pourquoi ce dispositif ne tient-il pas les promesses gouvernementales ? Pourquoi la loi n'est-elle pas plus contraignante pour les entreprises? Pour le savoir, il faut revenir quelques mois en arrière. Nous sommes au mois de juin dernier, à Marseille. À cette époque, la loi est encore discutée à l'Assemblée nationale. Allez. Dominique Tian, député UMP des Bouches-du-Rhône, fait partie de ceux qui rédigent la loi. Allez, ben ok, c'est bon. Très souvent, lors de ses déplacements, comme ce jour-là à ce congrès des entrepreneurs, il est sollicité par les patrons de la région. Comme ça, je commence à travailler dessus et après je te rappelle. Cette fois, c'est le responsable régional du patronat qui profite de l'occasion pour lui dire ouvertement tout le mal qu'il pense de cette prime de 1000 euros. Voilà, que les partenaires sociaux se mettent d'accord. Quand le président dit je veux booster les partenaires sociaux, que ça n'a pas avancé depuis 2 ans, il ne faut pas qu'il oublie qu'on a quand même eu une grosse crise mondiale très grave où les entreprises ont d'abord pensé à sauver l'emploi et elles ont joué le jeu, à sauver les entreprises. Donc c'est complètement démagogique. Il y a un vrai problème par contre de pouvoir d'achat, mais ce n'est pas la prime qui va le régler, ça c'est sûr. Honnêtement, je suis assez d'accord. Par discipline, évidemment, je suis le gouvernement, mais je pense que... Le député est sensible aux arguments des entrepreneurs. Alors, il va veiller à ce que la loi prenne mieux en compte leurs inquiétudes. À Paris, à l'Assemblée nationale. Quelques jours avant le vote de la loi, Dominique Tian a préparé toute une série d'articles, des amendements qui visent à minimiser les effets de la prime. Vous pouvez nous montrer un petit peu les amendements que vous allez présenter cet après-midi? Ah bah, tout à fait. Alors, le texte, ça, c'est les amendements dont je pense qu'ils auront un avis plutôt, ou de la Commission ou du gouvernement peut-être favorable, mais ça va être discuté dans quelques minutes.
Dans sa pochette, une quinzaine d'amendements. Pour les rédiger, le député s'est inspiré de ce document. Une liste de revendications remise par un représentant des patrons. Donc j'ai regardé un peu ce que disaient les propositions de l'Union patronale des Bouches-du-Rhône. Bon, ça représente des milliers et des milliers d'entreprises. Donc il m'a dit, ben voilà, je te donne les éléments. Mais Dominique Tian n'a pas fait que s'inspirer de ces éléments. Pendant l'interview, il avoue qu'en réalité, il prend régulièrement conseil auprès de l'Union patronale pour rédiger ces amendements. Je ne cache pas que parfois, quand j'ai un souci de rédaction, je dis à l'Union patronale, est-ce que tu penses que c'est une bonne rédaction ou est-ce que c'est contraire au droit du travail, par exemple? Et clairement, le gars dit, ah non, ça c'est idiot, c'est pas comme ça, c'est plutôt tel article du code qui doit être évoqué. Bon, on regarde l'article du code et on fait ça assez facilement, bien sûr. Ça s'est passé comme ça, là, pour ces amendements-là? Ça se passe, oui, ça se passe toujours comme ça. Et ces amendements, Dominique Tian va les défendre en personne, dans l'hémicycle. Ah ben tiens, tu crois qu'on pourrait être là? C'est là où il faut être bon pour vous? Ouais, c'est là où il faut être très bon, parce que sinon c'est cuit. En séance, devant les députés et le gouvernement, Numéro 104, défendu par Monsieur Tian. il essaye par exemple de repousser d'1 an l'application de la loi lorsque tous les représentants du personnel d'une entreprise sont d'accord pour le faire. Est-ce qu'on est obligé de rentrer dans le règlement? Là, je crois que c'est une mesure de souplesse. Il y a quand même l'avis positif du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. C'est quand même un peu de souplesse. Qui est pour? Au total, ce jour-là, Monsieur Tian et quelques autres députés déposent 141 amendements visant à assouplir le texte de loi. Je vais mettre aux voix maintenant. Et après 4 heures de débat, près d'1 amendement sur 2 est adopté. À la sortie, Dominique Tian est plutôt satisfait. Oui, merci. Le gouvernement a incontestablement revu sa copie à la baisse, j'en suis tout à fait persuadé, mais c'est une initiative intéressante. Mais il y a peu de contraintes, finalement, ce que Hervé Novelli et moi-même voulions, c'est qu'il n'y ait pas une contrainte, une obligation supplémentaire sur les entreprises. Voilà comment, à force de négociations, voire de lobbying, les organisations patronales ont réussi à amoindrir les effets de cette loi. Et pourtant, même si la loi a été assouplie, elle pose toujours des problèmes à certaines des plus grandes entreprises françaises. Des groupes soumis à la pression de leurs actionnaires et qui imagineraient déjà des dispositifs très efficaces pour contourner cette loi. Derrière ces grandes entreprises, il y a d'abord leurs propriétaires, les actionnaires. Et lorsqu'on leur parle de partager les bénéfices de la société avec les salariés, il arrive que ça coince. C'est lors des assemblées générales des grandes entreprises qu'ils expriment leur point de vue aux dirigeants. Et souvent, c'est un peu houleux. Ce jour-là, à Paris, se tient l'assemblée générale d'une grande entreprise du CAC 40. La réunion est retransmise sur Internet. Et au moment des questions au PDG, au fond de la salle, une actionnaire va lui dire tout le mal qu'elle pense de cette prime. Voilà, je voulais dire que j'étais absolument pas d'accord pour donner encore des primes supplémentaires aux employés, aux salariés, parce que l'actionnaire petit porteur n'est pas le gros actionnaire qui vit largement de ses dividendes, et au prix où est descendu les actions depuis 2008, il y en a beaucoup qui ont perdu de l'argent aussi. Je vous remercie. L'intervention est applaudie. Et à demi-mot, le président approuve lui aussi. Je suggère de terminer sur ces paroles sensées. Alors, certains de ces grands patrons, soucieux de ménager leurs actionnaires, seraient en train de chercher des moyens parfaitement légaux pour ne pas verser cette prime aux salariés.
le quartier de la Bourse à Paris. Ici sont installés les plus grands spécialistes français de la finance. Fabrice Raymond est l'un d'eux. Cette loi sur la prime à 1 000 €, il l'a étudiée dès sa sortie. Et dans le texte, il a relevé de nombreuses failles qui permettraient aux entreprises de verser plus d'argent aux actionnaires sans donner le moindre centime aux salariés. Sortir certains forums. Là, donc, ces entreprises, est-ce qu'elles ont un moyen de contourner cette loi? Alors, il y a beaucoup de moyens, on ne va pas dire de contourner, mais de l'adapter de manière intéressante. C'est-à-dire de ne pas payer la prime. De ne pas payer la prime. Selon lui, utiliser les failles de la loi pour la contourner serait un jeu d'enfant. En quelques minutes, sur une feuille de papier, il va nous en faire la démonstration. Donc, moi je vais dire, c'est comme s'il y avait 4 actionnaires qui avaient chacun une action. Il commence par un schéma de l'entreprise. Ils ont chacun 1, 2, 3. Il y a 4 parts de gâteau. 4 actionnaires ont chacun une action. Chaque année, ils reçoivent 2 € de dividendes par action. L'entreprise distribue donc 8 € tous les ans. Mais cette année, elle a fait d'importants bénéfices et souhaite distribuer le double, 16 €. Le plus simple, normalement, aurait été de donner 4 € par action à chacun des actionnaires. Le problème, c'est que dans ce cas, l'entreprise augmente les dividendes par rapport à l'année précédente et pour elle, la loi s'applique. Elle est donc, en théorie, obligée de verser une prime aux salariés. Pourtant, vous allez voir qu'il existe un moyen assez simple pour éviter de payer. Pour échapper à la loi, il suffit de ne pas augmenter le montant du dividende. Le patron propose aux actionnaires de transformer leur seule action en 2 actions d'une valeur totale équivalente. Or, on l'a vu, chaque action rapporte 2 € de dividendes. Les actionnaires en ont maintenant 2 chacun. Cette année, ils ont donc gagné 2 fois 2 €, soit le double de l'année précédente. Mais le dividende pour une action, lui, reste inchangé, 2 €, et le patron ne sera donc pas obligé de verser la prime aux salariés. J'ai fait plaisir aux actionnaires parce que j'ai doublé le montant de leur dividende. Donc, ce qui montre bien, objectivement, que cette loi est un peu rapide, parce que ça, c'est quelque chose de très simple. Je pense que certaines sociétés vont peut-être s'amuser à faire ça. Ce mécanisme, tout à fait légal, est bien connu des spécialistes. Cela s'appelle une distribution d'actions gratuites par incorporation de réserve. D'ailleurs, de grandes entreprises étudieraient déjà ce montage financier. Avec ce système, des dizaines de milliers de salariés auxquels la loi promettait une prime pourraient au final en être privés. Restez avec nous dans les minutes qui viennent. Vous allez comprendre pourquoi les cours du blé flambent. On le sent passer quand on fait nos courses. Mais certains producteurs, certains agriculteurs, eux, s'en frottent les mains. Et puis, elles se veulent écologiques et économiques. Les voitures hybrides deviennent tendance. Au moment où elles sortent en version diesel, on se demandera pourquoi les grandes marques se lancent dans cette bataille. Mais tout de suite, on va parler salaire avec vous, Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez porter les couleurs du Front de gauche à la prochaine présidentielle. Un petit mot peut-être sur l'enquête qu'on vient de voir sur la prime à 1 000 €. On voit bien que peu de salariés finalement vont la toucher. En effet, cette loi a été une moquerie cruelle qui a offensé des rêves simples. Vous avez quasiment montré des patrons presque vertueux. La vérité, c'est pas dans la petite... Il y en a, il en existe. Mais bien sûr, c'est pas dans la petite entreprise qu'il y a le problème. Le problème, c'est que d'une manière générale, il s'est distribué plus de dividendes cette année qu'il y a eu d'argent de réinvesti pour faire tourner les usines et les machines. Vous avez montré une assemblée générale d'actionnaires d'un grand groupe, tout le monde est flouté, je ne sais pas pourquoi, les autres en montrent leur visage. Mais moi, je vais vous dire, un grand groupe, Total, qui a fait 10 milliards d'euros de bénéfices, comme il n'a pas augmenté ses dividendes, n'a pas versé un centime, même à ces femmes de ménage. Laissons la prime de côté. Vous, votre proposition marquante ces temps-ci concerne le SMIC. Aujourd'hui, il est de 1 365 € brut par mois. Ça fait 1 070 € net chaque mois. Si vous êtes élu, vous vous engagez à le passer Alors, 1 700
brut à en 1700 début brut. de législature et 1700 net en fin de législature. Évidemment, c'est tentant. Cela dit, aujourd'hui, dans le contexte de crise que l'on connaît, comment feraient les entreprises pour payer, pour supporter cette augmentation du C'est SMIC? toujours ce qu'on dit, il n'y a jamais rien de possible. Les congés payés, c'était pas possible. Le SMIC lui-même, c'était pas possible. Et là, aujourd'hui, on me dit que ça n'est pas possible. Alors, il faut d'abord regarder si c'est jouable en masse générale. Bien. Car bien sûr, il peut y avoir des difficultés, il faudra les régler. C'est pas pareil, une toute petite entreprise avec 2 employés et une autre qui en a 5000. On voit bien qu'on ne parle pas des mêmes choses. Donc on adapte les dispositifs, mais on n'adapte pas le résultat. Car moi, j'ai une question à poser à tous ceux qui me demandent comment on va faire. Je dis, comment vous faites-vous pour vivre avec 1000 € par mois? Qui peut vivre avec 1000 € par mois? C'est impossible. Or, la finalité de l'économie, c'est le progrès humain, c'est simplement le droit de vivre dignement. Enfin, aujourd'hui, quand vous allez travailler pour le SMIC, vous gagnez 120 € de plus que le seuil de pauvreté. Vous trouvez ça normal dans un pays qui est la 5e puissance du monde? Jean-Luc Mélenchon, vous avez dit qu'il faudra peut-être adapter le dispositif, notamment pour les petites entreprises, les Oui. PME ou les TPE, les très petites entreprises Bien qui ont sûr. moins de 9 salariés. C'est 80% des salariés en France qui travaillent dans ces petites et moyennes entreprises. Alors votre proposition, on est allé la soumettre à M. Roubaud, qui est le président de la CGPME, et voilà ce qu'il a à vous dire sur la question. Je dirais à M. Mélenchon, j'admire vos talents d'orateur, mais pas vos talents d'économiste. Parce que si on augmente le SMIC d'environ 30%, qui est votre proposition, il faudra également augmenter les salaires qui seront entre le SMIC et au-dessus. C'est-à-dire que si on veut casser l'économie française extrêmement rapidement, c'est sans doute la solution. Et puis j'insisterai un tout petit peu, ce sont d'abord les TPE et les PME qui vont payer, puisque c'est elles qui malheureusement ont des entreprises, des salaires au plus bas, au SMIC. Alors vous avez la cravate rouge en commun avec M. Roubaud, mais c'est à peu près tout. Quand il dit ça casserait l'économie, vous répondez quoi? Oui, alors, je connais, c'est de la propagande. Les patrons du CAC 40 se sont augmentés l'année dernière de 23%. Mais là, on ne parle pas du CAC 40, on parle des PME, oui, des mais petites moi, et je moyennes vous parle entreprises. du CAC 40 parce que le point de départ, c'est bien celui-ci. C'est la masse globale de ce qui est produit et accumulé par les uns et les autres. Au cours des 25 dernières années, il y a 10 points de la richesse totale du pays qui sont passés des poches du travail, dans lesquelles elles allaient en salaire, pour passer à celles du capital. Comme cela représente 195 milliards d'euros par an. Donc ne me dites pas qu'il n'y a pas la marge de manœuvre. Après, le reste, c'est de la plomberie. Ça s'organise, comment on fait passer l'argent d'un niveau à un autre. Les très grandes entreprises sont les premières exploitatrices des petites entreprises. Ça veut dire que c'est les très grandes entreprises, le CAC 40, qui va payer concrètement les salaires des petites? Mais vous avez bien compris que quand vous donnez du salaire, que vous élevez les salaires, et je vais vous en dire encore un mot sur cette élévation, le salaire finit toujours par être de la consommation, car voyez-vous, les braves gens du commun, qui sont le plus grand nombre, n'achètent pas d'actions, ni ne mettent des masses considérables d'argent de côté pour spéculer. Ils finissent par consommer. Le salaire, c'est de la consommation, donc c'est du chiffre d'affaires, donc c'est de la respiration oui, mais si pour l'économie. on augmente les salaires, si on augmente dans les entreprises, Oui. les produits coûtent plus cher. Ça veut dire que dans l'économie mondialisée qu'on connaît, dans le rayon du supermarché, on va prendre le produit chinois qui coûte moins cher par rapport au produit de notre entreprise française. C'est bien parce que d'un sujet on passe à un autre et j'en suis d'accord avec vous. En effet, donc il faut mettre des protections à nos frontières qui empêchent les produits... Frontières françaises ou frontières européennes? Les frontières européennes et les frontières françaises. Mais on va revenir sur les salaires, je ne voudrais pas laisser de côté un quelconque aspect. Oui, les frontières européennes pour bloquer les produits qui arrivent à des coûts sociaux et à des coûts environnementaux qui sont absolument inacceptables pour nous. Ce n'est pas normal qu'on mette en concurrence un ouvrier à l'autre bout du monde avec un ouvrier ici, simplement sur le salaire qu'on va lui verser. Mais les fraises qui embêtent les producteurs français, elles viennent d'Espagne. Les textiles, on les achète dans les pays de l'Est, on les achète tous des pays qui font partie de l'Union européenne. Donc si on met les barrières autour de l'Union européenne, ça ne protège pas les entreprises Alors donc, françaises. merci de faire la transition, nous arrivons à un deuxième aspect. C'est donc l'harmonisation fiscale et sociale à l'intérieur de l'Europe. Actuellement, en Europe, je suis député européen, je sais de quoi je parle, on n'harmonise qu'une seule chose, la déréglementation. Mais si l'on harmonisait les règles sociales et fiscales, ce qui n'est pas très difficile à faire, vous auriez la situation que vous connaissez dans votre propre pays. Aujourd'hui, vous ne me demandez pas comment on équilibre la balance des paiements de la Creuse par rapport à l'Essonne ou Mais de la l'harmonisation, région. M. Mélenchon, elle ne va pas se faire parce que vous serez élu le 6 mai, ça ne sera pas fait le 7 mai. Vous avez raison. Il faut un temps d'adaptation. Vous passez le salaire à 1700, le SMIC à 1700 € brut, tout de suite. Ça veut dire que vous fragilisez les entreprises françaises dans le contexte international qu'on connaît tous, avec une compétitivité qui est partout. Oui. Ça, c'est le catéchisme, et ça marche tellement bien que c'est la ruine dans le monde entier. Si ce que vous C'est la dites- réalité, M. Non, Mélenchon. monsieur, ce n'est pas la réalité, c'est une réalité. Cette réalité peut se modifier et se transformer. Et nous, les Français, nous ne sommes pas la 5e roue du carrosse, nous sommes la 5e puissance du monde. Donc nous avons à dire et à faire et à proposer à nos voisins. Mais si vous voulez continuer comme c'est là, moi, j'ai aucun moyen de vous en empêcher. Le système s'effondrera
et nous aurons la pire des situations pour reconstruire. Ce que je propose, moi, c'est une sortie en douceur de la crise, une sortie par le haut et par la distribution de la richesse sur tout le monde. Je vais vous dire, ça ne s'arrête pas aux 1 700 €, mon projet. J'imagine autre chose, c'est que dans chaque entreprise, on lie le plus haut salaire au plus bas, pour qu'on arrête d'avoir les uns qui prennent tout et les autres qui n'ont rien. Une fourchette de 1 à 20, c'est ça? De 1 à 20. Entre le plus bas salaire et le plus haut. Entre le plus bas et le plus haut. Aujourd'hui, on est de 1 à 300. Figurez-vous que ce n'est pas acceptable. Et ça, ce n'est pas dans les petites entreprises que ça se passe. Hein. C'est quand même dans les mastodontes qui sont les pompes à finances de ce pays. Eh bien, c'est elles d'abord qu'il faut mettre au pas de manière à ce que la richesse se répande. Et notamment que les grandes entreprises, donnant l'exemple, distribuant davantage... Mais vous parlez beaucoup des grandes entreprises. Pardon de vous interrompre, vous parlez beaucoup des grandes entreprises. Mais aujourd'hui, le poumon économique de la France, ce sont les petites entreprises. Les TPE, les PME, 55% du chiffre d'affaires, 40% des exportations, c'est les petites entreprises, celles qui sont fragilisées par la crise aujourd'hui. Oui. Alors, il vous reste à comprendre une chose, c'est que les petites entreprises n'ont souvent qu'un seul client, ou des fois deux. C'est-à-dire qu'elles dépendent des grands groupes. Donc, ça suffit, la fable d'après Laguelle, la petite entreprise serait directement en train de commercer avec un vis-à-vis à Shanghai ou en Californie. Ce n'est pas vrai, ça ne se passe pas comme ça. 80% des échanges qui se font, des échanges économiques qui se font en Europe, se font à l'intérieur de la zone euro. Voilà comment l'économie se tient. Il faut arrêter de vendre un tableau dans lequel... L'économie, elle se tient comme ça, elle existe comme ça. Oui. On a l'impression qu'il y a un décalage entre ce que vous promettez pour demain et ce qui ne sera pas possible, on va dire, dans un monde idéal avant-après-demain. Donc, non mais voilà, il y a des quand même transitions. Un problème de timing. Admettons. Et ça fait des chômeurs pendant cette période-là. Non, c'est le contraire. Si vous avez plus de paye, monsieur, à part peut-être ça aussi, elle est très importante, mais si vous avez une paye plus importante, vous allez consommer davantage. Vous allez aller chez votre coiffeur, vous allez acheter ceci, vous allez acheter cela. Et derrière, donc, celui qui est là, le patron, ce n'est pas seulement quelqu'un qui se remplit les poches, c'est aussi quelqu'un qui se dit, tiens, il y a du travail, j'embauche, je prends des gens. Tout ça, c'est une très belle économie théorique, mais ça ne se décrète pas, l'économie. Monsieur, je vais vous dire une chose, c'est vous qui faites de l'économie théorique, parce que vous nous racontez un monde qui n'existe pas. Vous me dites, pas seulement vous, bien sûr, on me répète sans cesse, et regardez, il faut faire comme ça. Mais alors, comment marche votre système? Il est en train de se casser la figure. C'est moi qui ai raison, c'est pas vous. Parce que si on continue à faire ce que vous dites, la catastrophe va continuer. Moi, je vous dis distribuer du pouvoir d'achat. Et je vais finir là-dessus. Regardez, 1 700 €, vous évanouissez. Mais est-ce que vous savez que 1 700 €, c'est simplement retrouver le pouvoir d'achat qu'avait le SMIC au milieu des années 80? Vous avez des amis patrons, Jean-Luc Mélenchon? Pardon? Vous avez des amis patrons? Oui. Des petits patrons, des moyens patrons, je connais leurs difficultés, je sais aussi à quel point ils aiment se raconter des histoires pour certains, parce qu'ils sont auto-entrepreneurs et ils se vivent comme l'équivalent de M. de Margerie à la tête de Total, alors qu'en fait, ils s'auto-exploitent, c'est tout ce qu'ils font. Merci Jean-Luc Mélenchon d'être venu ce soir dans Capital. On va parler du blé, le vrai blé cette fois-ci. Globalement, le cours des matières premières, ces temps-ci, ça peut se résumer en une flèche qui grimpe plus ou moins selon les mois. Ce constat, il est vrai pour le blé, évidemment, présent dans beaucoup d'aliments. Si le blé est cher, c'est bien sûr parce que la demande augmente en permanence, alors que l'offre, elle, est soumise aux aléas climatiques notamment. Mais il y a une autre explication, elle tient en un mot, spéculation. Et entre deux moissons, même certains agriculteurs s'y mettent. Peggy Leroy. Dans le nord de la France, Grain d'Orgel, une société dirigée par Marc Lévy. Il y fabrique un symbole de notre gastronomie, consommé chaque jour par des millions de Français, la baguette de pain. Une fabrication à grande échelle, dans ces immenses pétrins. Vous avez de quoi faire combien de baguettes? Là, il y a à peu près 450 baguettes dans un pétrin comme ça. Des baguettes ou encore des pains. Tout est préparé dans cette boulangerie industrielle. Puis les produits sont envoyés crus dans les supermarchés pour être cuits dans les fours sur place. Et pour faire ces pâtes, la recette est vieille comme le monde. De la levure, de l'eau et surtout de la farine de blé. Donc la farine, c'est vraiment votre ingrédient principal? Oui, bien sûr. Et incontournable, vous pouvez pas le remplacer par autre chose? On a essayé avec du plâtre, mais on n'a pas réussi. Marc Lévy plaisante, mais en ce moment, ce patron n'a pas vraiment le cœur à rire. En quelques mois, il a dû augmenter ses prix de 8%. La raison, son ingrédient principal, la farine de blé, coûte de plus en plus cher. Pour en acheter 100 kilos,
il dépense beaucoup plus que l'année dernière. Il y a un an, il y avait à peu près 26-27 euros à la place de 40 aujourd'hui. Donc vous dépensez au moins 13 euros de plus? 50% de plus que l'année dernière. Cette hausse de la farine est due à l'augmentation du prix du blé. Et le problème pour le consommateur, c'est que cela a un impact sur des centaines de produits. Pour se rendre compte, il suffit de se promener dans les rayons. Le blé est partout. Dans le pain, les gâteaux, les céréales du matin ou encore les pâtes. Et depuis quelques mois, tous ces produits fabriqués avec du blé coûtent de plus en plus cher. Ce pain de mie a pris 5%. Ces coquillettes, plus 15% depuis mars. Même chose pour la semoule. Sur la semoule, par exemple, vous avez vu que ça avait augmenté? Je l'ai payé moins d'1 euro, je crois. Et elle est à 1,10 €. La livre, hein? Une valse des étiquettes qui a une origine, la flambée du prix du blé. Pour le consommateur, l'addition est lourde, mais pour certains professionnels, cette hausse du prix est une excellente affaire. Des champs de la Beauce aux marchés internationaux, vous allez comprendre pourquoi le blé est de plus en plus cher et comment, en coulisses, certains tirent profit de l'envolée de cette céréale, l'une des plus consommées au monde. Notre enquête commence dans le bureau de Marc Lévy, le fabricant de pain et de baguettes industriels. Depuis quelques mois, il y a une courbe qu'il regarde évoluer avec angoisse, celle du prix de la tonne de blé. Il y a 18 mois, je ne savais même pas que ce genre de courbe existait. Enfin, je le savais, mais disons que je ne les regardais jamais, ce n'était pas mon problème. Et aujourd'hui, vous regardez ça tous les jours? Parfois plusieurs fois par jour. Car Marc Lévy n'achète pas sa farine au prix qu'il veut. Les tarifs changent du jour au lendemain et ils sont fixés loin des champs de blé, en bourse. Le montant de la tonne de blé dépend des stocks disponibles et de la demande mondiale. Et aujourd'hui, cette demande de blé explose. Le nombre de bouches à nourrir sur la planète progresse beaucoup plus vite que la production. Le blé, comme d'autres céréales, est sous tension, durablement. Du coup, le moindre aléa climatique a des conséquences considérables. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. Août 2010, sécheresse terrible en Russie. 6 mois plus tard, inondation en Australie. La récolte mondiale en 2010 a été très mauvaise. Conséquence, la tonne de blé qui était encore à 138 € en juin 2010 s'est littéralement envolée dans les mois qui ont suivi. Les marchés ont paniqué. On a touché un point haut aux environs du 9 février où on était à 280. 280 par rapport à 140 il y a un an, c'est une multiplication par 2 du prix du blé. Résultat, les comptes de ce fabricant de pain sont dans le rouge. La baguette de pain, pour ne pas la citer, la baguette de pain est vendue à perte sur la totalité de nos clients. Je suis dans une situation où j'ai besoin de passer des hausses de prix dans les jours qui viennent, pas dans 6 mois. Voilà pourquoi de nombreux produits à base de blé ont augmenté dans les rayons. Mais l'envolée du prix de cette céréale est loin d'être un problème pour tout le monde. À commencer par Alain Culot. Ce céréalier de la Marne habite dans ce vieux corps de ferme, planté au beau milieu de ses 310 hectares de blé. Toutes les parcelles qu'on voit, c'est votre exploitation? De ce côté-ci des bois, là, c'est dans les terres de l'exploitation. Une mine d'or qu'il faut surveiller tous les jours, avec attention. Mais pour bien gagner sa vie, ce céréalier ne doit pas passer l'essentiel de son temps dans ses champs. L'endroit stratégique de son exploitation, c'est son bureau. Le cultivateur s'y transforme alors en trader. Voilà, ça c'est les cotations en direct. Donc là, vous avez le blé. Alain est connecté au marché mondial depuis sa ferme. Pour une raison toute simple,
Il veut savoir à quel moment il doit vendre sa récolte. Il est allumé toute la journée, de l'ouverture à la soirée. Je suis pas toujours constamment dedans parce que j'ai pas non plus que ça faire, mais à chaque fois que je reviens, il est toujours sur cette page-là. Alors il y a un rendez-vous avec son écran qu'il ne manque jamais, 10h45, l'heure de l'ouverture de la bourse. Voilà, là c'est ouvert à 0,25, maintenant c'est 0,75. Plus 0,75%, cela commence plutôt bien. Le blé est à la hausse. Pour l'instant, il s'échange à 220 € la tonne. Un bon prix, c'est 60 € de plus que l'an dernier. Mais étonnamment aujourd'hui, Alain va faire la fine bouche. C'est pas ça qui va inciter à vendre la récolte. C'est-à-dire que là, par exemple, aujourd'hui, vous vous dites si ça reste à ce niveau-là, je ne vends pas. Ah bah, je ne vendrai pas sur ces prix-là, c'est sûr. Pour une raison simple, c'est que bon, on doit pouvoir remonter vers le plus près des 250. 250 € la tonne, c'est le prix qu'Alain Culot vise. Car pour lui, la récolte sera mauvaise en Europe et aux États-Unis, et cela devrait faire encore grimper le cours du blé. Potentiellement, ça peut encore monter. Alain Culot ne vend pas aujourd'hui, car il trouve que le blé n'est pas assez cher. Le nez collé au cours de la bourse, il attend un meilleur prix. Et il a tout son temps. Une fois récolté, le blé se conserve 1 an dans les silos. Patienter alors que les silos sont pleins à craquer. Voilà ce qui fait encore monter les cours. D'autant que des coopératives d'agriculteurs font exactement la même chose et sur des millions de tonnes de blé. Et tous s'appuient sur des sociétés capables d'anticiper les hausses et les baisses des prix. Des sociétés qui sont devenues les gourous du marché. 5 heures, Paris s'éveille, mais dans les bureaux d'Agritel, c'est déjà l'effervescence. On a des rendements qui devraient être révisés à la baisse. Ici, une dizaine d'ingénieurs agronomes s'informent sur l'état des récoltes de blé aux 4 coins de la planète. Ils analysent des rapports du monde entier et dans toutes les langues. Ce cabinet a pour clients des agriculteurs, mais aussi des industriels. Ces professionnels veulent savoir quel sera le meilleur moment pour acheter ou vendre. Et celui qui va le leur dire, c'est Michel Portier. Tous ceux qui travaillent avec du blé connaissent cet homme. Chaque jour, 4000 clients attendent fébrilement ses prophéties. On fait un petit débrief dans un quart d'heure, 20 minutes. Dès les premières heures du jour, Michel Portier veut savoir quel sera le cours du blé dans les 2 semaines à venir. Alors pour ça, il mène sa petite enquête. Et ça commence par une étude approfondie de la météo dans le monde entier. On est abonné à des services météorologiques dispensés par un organisme aux États-Unis qui nous donne vraiment, pays par pays, ce qu'on attend, ce qu'il a plu, quelle température il y a eu. Donc on a besoin vraiment de données météorologiques extrêmement pointues. Et en ce moment, il a les yeux rivés sur un pays très important, le 4e producteur mondial de blé, les États-Unis, qui doivent bientôt récolter. Les zones en marron sont celles où il n'est pas tombé assez d'eau, précisément là où pousse le blé américain. Qu'est-ce que ça vous dit, par exemple, sur la tendance du cours du blé dans les jours à venir ? La tendance, j'allais dire, cette couleur marron me confirme qu'effectivement, les cours du blé doivent rester soutenus. Pourquoi ? Parce qu'on a eu un incident climatique sur tout le sud des États-Unis, sur la principale région de production de blé. S'il y a sécheresse, la récolte sera mauvaise. Le cours du blé devrait donc encore monter. Et cette petite enquête, Michel va la faire dans d'autres régions du monde. Allô ? Pierre ? Ouais, salut. Ouais, salut, c'est Michel, ça va ? Ouais, bien et toi ? Bon, quel temps tu as en Ukraine ce matin ? L'Ukraine, un des plus gros producteurs de blé au monde. Michel y a installé un bureau avec des salariés. Il lui confirme que là-bas aussi, c'est la sécheresse. C'est vraiment sec, à l'ouest, au centre comme à l'est. Bon, merci Pierre, à tout à l'heure. Très bonne journée, au revoir. Michel va maintenant recouper avec les informations récoltées par le reste de son équipe. Bon, on débriefe un petit peu, si vous voulez, pour ce matin.
Il a besoin de savoir si d'autres pays sont victimes de sécheresse. Alors ses salariés vont lui faire un rapport sur le monde entier. Ok. Canada, Hélène Canada, donc sur le canola. Donc, mais les analyses les plus attendues sont celles sur la Chine. Et pour tout savoir sur le plus gros producteur mondial de blé, le mieux placé c'est Chang, un salarié chinois. Chang, sur la Chine, la situation de sécheresse, elle perdure En fait, en Chine, en fait, la sécheresse sévit en Chine depuis février. Ouais, donc à la limite, les pluies qui interviennent maintenant, elles ne servent plus à rien. Elles sont plus en train de dégrader la récolte. C'est un petit peu comme aux États-Unis, quoi. La pluie qui arriverait maintenant, c'est trop tard. Michel en est maintenant convaincu, le blé va manquer. Dans quelques jours, son prix devrait repartir à la hausse. Bon, bon courage à tous. Merci. À 8 h du matin, ils ont déterminé ce que sera, à leurs yeux, l'état du marché. Commence maintenant la deuxième partie du travail, dire aux clients ce qu'ils doivent faire de leur récolte. Michel Portier. Ah bonjour monsieur, vous allez bien? Et justement, quelques minutes plus tard, un client céréalier appelle pour être conseillé. Alors attendez, vous quittez pas monsieur, je prends votre fiche. L'agriculteur a déjà cédé 40% de sa récolte. Aujourd'hui, le blé est à 225 € la tonne. Il veut savoir si c'est le moment de vendre le reste de son grain. Je voulais voir un petit peu, là, compte tenu des cours aujourd'hui, de la situation sur les marchés, savoir s'il fallait que je me repositionne un petit peu. Bon, donc votre question c'est, est-ce que vous devez accentuer les ventes aujourd'hui par rapport au niveau de prix, quoi? Voilà, est-ce que je dois donc... 225 €, c'est quand même 60 € de plus qu'un an auparavant. Michel va donc lui conseiller de vendre un peu de son blé. Moi, ce que je vous conseille, c'est éventuellement d'accentuer encore un tout petit peu vos ventes, c'est-à-dire de revendre peut-être encore 20%. Hein, mais il va aussi lui conseiller de garder du blé sous le coude. Il est convaincu que le cours pourrait encore monter et lui suggère donc d'attendre un peu. À la hausse des marchés. On peut envisager, si vous voulez, une poursuite de la hausse des cours sur le moyen-long terme. D'accord? J'ai bien noté, je vous remercie, monsieur Portier. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Voilà comment les céréaliers arrivent à tirer de plus en plus de profits grâce à l'augmentation du cours du blé. De son côté, jamais l'entreprise de Michel Portier n'a vendu autant de conseils. Son chiffre d'affaires progresse de 40% chaque année. Mais les agriculteurs et les industriels ne sont plus les seuls à parier sur la variation du cours. D'autres intervenants ont décidé eux aussi de profiter des fluctuations du prix du blé à la bourse. Et ils parient sans jamais voir un grain de blé. Sur l'avenue des Champs-Élysées, l'immeuble chic d'une société financière pas tout à fait comme les autres. Nous, c'est CMC Markets, hein? Ici, on propose aux particuliers de spéculer sur les marchés. Devises, actions, mais aussi matières premières comme le blé. Le fonctionnement est simple. Les clients appellent pour acheter ou vendre des titres en bourse et dans cette salle, les courtiers passent les ordres. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui. Au bout du fil, un client veut échanger des dollars contre des euros. Et ça va aller très vite. Vous pouvez me donner vos... Ok, très bien. Donc j'ai acheté 200 000 € dollars à 1,440290. Mais il y a un marché qui attire de plus en plus les spéculateurs. C'est celui des matières premières agricoles. Et d'ailleurs, ce jour-là, cette société organise une formation pour apprendre à ses clients, des apprentis boursicoteurs, à spéculer, entre autres, sur le cours du blé. Puis ce qui est effectivement de plus en plus à la mode également, ce sont les matières premières agricoles, donc le blé, le soja, le maïs. Un exemple sur le contrat blé. Un contrat blé, c'est comme une action en blé. Ça s'achète et ça se vend en bourse. Et ce que va montrer ce formateur, c'est qu'en quelques clics, on peut gagner beaucoup d'argent. Sur la bourse de Chicago, il va acheter des contrats de blé. On va, cette fois-ci, acheter un contrat. J'achète un contrat US 8 septembre 2011 au marché, donc tout de suite, à 6 000. À ce moment-là, un contrat vaut 6 813 $. Il va en acheter 3 et ça tombe bien, le marché est à la hausse. La valeur pour l'instant évolue favorablement, c'est en train de monter, donc je suis en train de gagner l'équivalent de 58,80 €. Donc ça se passe plutôt bien. 5 minutes plus tard, le contrat de blé a pris en tout 22 $. Là, ça monte, c'est ça? Voilà, là ça monte. Donc là, on gagne de va se dire, l'argent. bon, j'ai trop gagné là, vite je vends au marché. Donc vous allez voir. On vend, on place, on fait OK, je place.
Voilà. Dès que j'ai vendu, donc j'ai gagné 63,40 € voilà, en quelques minutes parce qu'il y a eu une évolution favorable du contrat. Le cours du blé est globalement à la hausse depuis 12 mois. Ces spéculateurs en herbe peuvent donc espérer arrondir leur fin de mois. Mais cette spéculation intéresse aussi des géants de la finance qui jouent des sommes colossales sur ce marché. Nous sommes régulés par, en France, l'ACP. BNP Paribas, Crédit Lyonnais, Natixis, Société Générale. Comme toutes les banques du monde, ces groupes français proposent à leurs clients d'investir dans des produits financiers avec à l'intérieur des contrats de blé. Elles achètent et vendent des millions de titres avec un objectif, profiter de l'augmentation des prix. Mais à cause de cette spéculation, le marché du blé perd parfois la tête. En particulier lorsque de très gros opérateurs financiers décident de faire un coup. Dans la société Agritel, Michel Portier vit en permanence ce genre de phénomène. En avril dernier, à cause de la sécheresse, il avait prévu que le blé allait monter. Mais la seule chose qu'il pouvait anticiper est que la sécheresse allait faire varier le cours du blé entre cette ligne rouge basse et une ligne rouge haute. Mais à l'intérieur des deux lignes, les variations quotidiennes ne répondent à aucun facteur physique et naturel. On voit très bien qu'à travers ce canal haussier, nous avons des à-coups violents. Les à-coups que l'on a à l'intérieur sont certainement liés à la spéculation et au marché financier. Ensuite, nous avons... Et une date l'a particulièrement marquée, le 12 avril 2011. Ce jour-là, en pleine sécheresse, contre toute attente, le blé n'est pas monté, mais a considérablement baissé. En l'espace de 2 jours, nous sommes passés quand même de 235 € la tonne à 220 € la tonne. Donc nous avons perdu, en l'espace de 2-3 jours, nous avons perdu 7% sur le blé. Et ça, c'est l'effet Goldman Sachs. Goldman Sachs, la banque la plus rentable des États-Unis, mais aussi la plus secrète. Dans ses bureaux feutrés, ces traders ont acheté l'année dernière des millions de titres de blé. Et ils ont attendu que le cours monte avant de finalement tout vendre d'un seul coup, le 12 avril dernier. Le cours a alors chuté de près de 10 € en un jour et personne ne pouvait l'anticiper. Mais alors, ces mouvements spéculatifs qui échappent aux analyses des professionnels peuvent-ils avoir des conséquences sur notre quotidien? Ont-ils une influence sur le prix des produits que nous consommons tous les jours? Pour le savoir, nous sommes retournés dans le nord de la France, dans l'usine de boulangerie industrielle de Marc Lévy. Bonjour. Ce patron semble bien loin des jeux des spéculateurs. Et pourtant, il les subit au quotidien. Car pour fabriquer ses pains, des camions de farine comme celui-ci, il lui en faut jusqu'à 4 par jour. Le problème, c'est qu'avec les mouvements spéculatifs, il ne sait plus à quelle information se fier pour faire ses achats. Avant, on disait les stocks sont bons, les récoltes sont bonnes, donc ça va descendre. Ou bien au contraire, il y a de la sécheresse, les récoltes sont mauvaises, donc ça va monter. En ce moment, ces informations n'ont plus beaucoup de sens. On voit les marchés qui bougent dans des proportions qui peuvent dépasser 10% par jour. Parce que en fait, les flux financiers sont des milliers de fois plus importants que les flux physiques. Et une variation de 10 € en un seul jour, comme cela arrive très souvent, cela peut avoir des conséquences financières dramatiques pour son entreprise. Une fluctuation de 10 € sur un prix moyen sur une année, c'est 250 000 € à la fin de l'année. Donc le 12 avril, en fonction de si vous avez acheté le matin ou le soir, quand même à la fin de l'année, vous voyez une vraie différence, oui, tout à fait. Sur votre résultat. Tout à fait. Marc Lévy regarde donc impuissant la course folle du blé. Pour garder son entreprise rentable, selon lui, il n'a qu'une solution, augmenter les tarifs de ses produits et donc augmenter une nouvelle fois les prix dans les rayons.
Alors pour savoir si la vie coûte plus cher, il y a un chiffre qui tombe tous les mois, c'est celui de l'inflation. Elle a été de 0,5% au mois d'août, ça fait 2,2% sur un an. Traduction, ça repart à la hausse. Ce chiffre-là, il est calculé en étudiant environ 200 000 prix relevés dans 27 000 points de vente. Alors ça va du prix d'une chemise pour homme à celui d'un stylo, de l'électricité ou des services. Mais en fin de compte, reconnaissons-le, on a bien souvent l'impression que ça augmente bien plus qu'on nous le dit. Et il existe un formidable décalage entre les chiffres donnés par l'INSEE et notre ressenti. Bonsoir Philippe Moati, vous venez de lancer avec d'autres économistes l'Obsoco pour Observatoire Société et Consommation. Les statistiques comme l'inflation ne reflètent pas la réalité du coût de la vie. C'est vrai ou c'est faux ? Non, c'est plutôt faux, s'il fallait répondre brièvement. Vous l'avez rappelé, la méthodologie à la base de la construction de l'indice des prix est extrêmement rigoureuse. On relève beaucoup de prix, alors que nous, consommateurs, lorsqu'on se fonde une idée sur l'inflation, elle s'appuie uniquement sur l'observation de quelques prix, des produits que nous achetons régulièrement, des produits du quotidien. Or, il se trouve que précisément ces produits-là voient leur prix augmenter, notamment en ce moment à cause de l'augmentation du coût des matières premières, alors qu'en même temps, des prix baissent, notamment le prix des produits électroniques, mais ce ne sont pas des produits qu'on achète tous les jours. On n'achète pas un ordinateur toujours, donc est-ce que ce panier pour calculer l'inflation, il est bien fait ? Le panier est tout à fait représentatif de la consommation moyenne des ménages, mais évidemment, on n'achète pas un ordinateur tous les jours, alors qu'on achète sa baguette de pain tous les jours. On va revenir un petit peu en arrière. Avant le passage à l'euro, prendre un café, ça coûtait en gros un peu plus de 7 francs. Hein. Aujourd'hui, donc 1,12 €. Aujourd'hui, c'est plutôt 1,41 € en moyenne, ce qui ferait 9,25 francs. On a clairement l'impression que les prix ont explosé avec le passage à l'euro. C'est vrai ou c'est faux ? C'est plutôt faux, une fois de plus. Effectivement, au moment du passage à l'euro, en 2002, ou même un tout petit peu avant, il y a eu un petit frémissement. Certains prix ont carrément décollé. Et pas de chance, une fois de plus, ce sont des prix du quotidien. Donc là, une fois de plus, on a eu tendance à extrapoler ces quelques augmentations à l'ensemble des prix et à l'inflation. Mais depuis ça, c'est largement derrière nous, c'est terminé. Et si les gens ont encore l'impression que l'euro est responsable de la hausse des prix, c'est en grande partie parce que nos référentiels sont arrêtés en 2002 en francs. Évidemment, les prix en francs auraient augmenté si on était resté au franc. Ils auraient augmenté aussi, c'est ça qu'on pense que les francs seraient restés constants, ce qui n'aurait pas été le cas. Dernière question, aujourd'hui, entre la hausse du coût de la vie et des salaires qui stagnent, on l'a vu, on a l'impression qu'on peut s'acheter moins de choses, moins de biens. C'est vrai ou c'est faux ? On peut s'acheter moins de choses qu'avant ? Non, c'est globalement faux, une fois de plus, puisque le pouvoir d'achat des ménages n'a pas cessé de s'accroître, lentement certes, et puis c'est une moyenne. Alors, derrière la moyenne, il peut y avoir effectivement des catégories de Français qui ont vu leur pouvoir d'achat diminuer. Alors, pour eux, effectivement, ça achète moins de choses. Mais pour la grande majorité, on achète plus de choses en réalité. Et en l'espace de 10 ans, c'est mis à consommer du téléphone portable, des connexions Internet, on a acheté des écrans plats, etc. Donc, des nouveaux postes de consommation sont rentrés dans les habitudes des consommations. Exactement. Et donc, ce qui se produit, c'est qu'en fait, on a un petit décalage entre un pouvoir d'achat qui progresse lentement et un vouloir d'achat qui augmente rapidement. Donc on n'a pas les moyens de tout satisfaire. On a l'impression d'être plus frustré, d'être obligé de faire des économies sur des postes budgétaires là où on ne le faisait pas dans le passé, notamment l'alimentaire. Merci beaucoup Philippe Moati. Des prix qui baissent, on en trouve quand même. Ça a été la bonne petite surprise de l'été. Les prix de l'essence se sont un peu calmés. La semaine dernière, en moyenne, le litre de samplon 95 était à 1,52 €, celui du gazole à 1,34 €. Cela dit, il ne faut pas oublier qu'on était monté vraiment très haut. En cause, les cours du baril de pétrole. Regardez cette courbe à présent. Entre janvier 2010 et janvier 2011, le baril de Brent est passé de 61,60 $ à pratiquement 97 $ le baril. Cette fois, les constructeurs ont compris qu'il fallait passer à autre chose. Alors pour l'électrique pur, on n'en est pas encore au très grand public. En revanche, l'hybride est à la mode. Ça coûte plus cher à l'achat. Reste à savoir si les clients et les constructeurs qui font ce pari vont s'y retrouver en bout de course. Vincent Fourcade. À quelques kilomètres de La Rochelle, en Charente-Maritime, une longue histoire d'amour touche à sa fin. Pour Monsieur Gélineau, l'heure de la séparation a sonné. C'est la fin d'une bonne histoire, mais le début d'une autre. Une bonne autre histoire. Dans moins d'une heure, Jean-Luc Gélineau va dire adieu à sa voiture. Car sa fidèle monture est trop gourmande. Elle est devenue bien trop dépensière. Et ça vous coûte combien en essence tous les mois ? Tous les mois, il faut, à raison de 3 pleins, entre 130 et 150 € par mois. Avec l'augmentation du prix de l'essence, cela lui coûte chaque mois 30 € de plus qu'il y a 2 ans. Alors pour arrêter les frais, Jean-Luc Gélineau a décidé de miser sur un modèle très particulier. Bonjour madame. Aux arguments très convaincants. Monsieur Gélineau ? Oui. D'accord, Gladys vous attend, elle est dans son bureau. Merci, c'est gentil. La commande spéciale de Monsieur Gélineau est enfin arrivée. Elle l'attend dans son beau paquet cadeau. Et voilà. A priori,
Une voiture comme toutes les autres. Et pourtant, sous le capot, il y a un petit quelque chose en plus. À gauche, un moteur essence très ordinaire. Mais juste à côté, il y a cette drôle de boîte. Un moteur électrique qui permet un démarrage tout en douceur. Et vous appuyez sur Power. Et là, le véhicule est en route. Là, le véhicule, il marche? On n'entend absolument rien, mais on vient de démarrer à l'électrique. Ouais. Pas un bruit à bord, seule l'électricité fait avancer la voiture. C'est magique. Et tant que le moteur essence n'est pas activé, ça ne consomme pas 1 litre. De belles économies en perspective. Cette voiture hors norme, c'est un véhicule hybride, souvent silencieux, mais qui fait de plus en plus de bruit dans le monde de l'auto. Elles ont bâti leur réputation sur une promesse, vous emmener plus loin et avec moins de carburant. Les hybrides, réputés les véhicules les plus sobres du marché, grâce à une prouesse technologique. 2 voitures sous un même capot, une électrique et une essence. Pas besoin de prise de courant, il suffit de faire le plein, la voiture s'occupe du reste. Moins gourmandes en carburant, elles émettent peu de CO2 dans l'atmosphère. Pour certains constructeurs, c'est l'avenir de l'automobile. Pourtant en France, à peine 0,5% des voitures vendues chaque année sont des hybrides. Alors pourquoi les Français boudent-ils encore cette technologie que préparent les grands noms de l'auto pour vous faire changer d'avis? Pour des millions de Français, aller faire le plein de son véhicule, cela signifie bien souvent dépenser une jolie somme. Mais Monsieur Demey, lui, a le chic pour faire plus de kilomètres que les autres et pour le même prix. Son secret, il monte dedans tous les jours. La voiture la plus silencieuse du quartier. Car quand il part de chez lui, c'est la batterie qui lui fournit la puissance nécessaire. Si je démarre tout doucement, sans appuyer trop fort, je suis uniquement en électrique. On voit les flèches, on voit la consommation. Sur le tableau de bord, Monsieur Demey peut visualiser comment sa voiture fonctionne. Là, c'est la batterie qui fait tourner le moteur. C'est la voiture qui décide. Je vois maintenant qu'il y a le feu est rouge là à 100 mètres. Je vais lâcher l'accélérateur et je vais arriver tout doucement sur le feu avec une consommation qui est nulle. Monsieur Demey vient de parcourir 500 mètres gratuitement. L'électricité ne lui coûte pas 1 euro. Pas besoin de brancher la voiture, elle crée son propre courant. Les roues rechargent la batterie et même le freinage produit de l'électricité. Au lieu que cette énergie soit perdue sous forme d'échauffement des plaquettes de frein, cette énergie est stockée dans la batterie et peut resservir lorsqu'on va reprendre de la vitesse. Sans être rechargée par le moteur thermique, la batterie peut faire avancer la voiture sur 2 km à une vitesse maximum de 50 km/h. Et quand Monsieur Demey a besoin de puissance pour aller plus vite, le moteur essence vient donner un coup de main. Dès que j'accélère un peu, elle lance le thermique parce que l'effort que je demande à la voiture ne pourrait pas être fourni par la batterie. Le petit plaisir de Monsieur Demey, c'est de consommer le moins d'essence possible. Alors pour y arriver, il conduit tout en souplesse pour utiliser au maximum son moteur électrique. Du coup, à la pompe, sa facture est devenue bien moins lourde qu'à l'époque de sa grosse voiture à essence. Quand je suis passé d'une voiture classique à une voiture hybride, j'ai calculé que l'économie en carburant, pour moi, était de l'ordre de 1 000 € par an. 1 000 € par an? 1 000 € par an. Et avec un tel score au compteur, Monsieur Demey a vite fait d'attirer l'attention des autres clients. Elle consomme entre 4 litres et 4 litres et demi sur une consommation normale. C'est top. Elle est superbe cette voiture. Techniquement parlant, parce que niveau design, je pense qu'ils se sont un peu loupés, mais techniquement parlant, c'est clair que c'est l'avenir. Hein. Et cette voiture à l'allure si particulière n'est pas donnée. Elle coûte plus de 25 000 €. Pendant longtemps, elle était le seul moyen de rouler vert. La Prius était unique en son genre. Une technologie apparue à la fin des années 90. Une voiture alors réservée à quelques initiés et que les stars vont faire connaître au grand public. Pour se donner une image écolo, Cameron Diaz, Harrison Ford ou encore Dustin Hoffman vont rouler en Prius. L'hybride est lancé. Mais les constructeurs veulent aujourd'hui passer à la vitesse supérieure. Faire de l'hybride une voiture comme une autre, celle de Monsieur Tout-le-Monde. Et en Europe, la grande offensive a déjà commencé. Un petit village au centre de l'Angleterre. Burnaston,
quelques centaines d'habitants et au milieu des champs, une usine d'un nouveau genre en Europe. Depuis plus d'1 an derrière ces murs, il y a eu une petite révolution. Le constructeur japonais a transformé de fond en comble ses chaînes pour y accueillir des hybrides. Et cela a donné pas mal de travail à Bob, le monsieur qualité de l'usine. Il a d'abord dû faire quelques petits aménagements, comme installer ces barrières tout autour de la zone hybride. C'est la plus dangereuse du site. Ici, les véhicules qui arrivent derrière vous, vous ne pouvez ni les voir, ni les entendre. C'est pourquoi on demande à tout le monde de toujours bien regarder autour de soi. Loris, une hybride spécialement conçue pour le marché européen. Une voiture à près de 24 000 €, alors pas de place pour le moindre défaut. L'un de nos principaux sens, c'est le toucher. Et comme ça, on peut ressentir la moindre déformation sur la carrosserie, notamment pour voir si les pièces sont bien assemblées. Produire des hybrides, rien de vraiment nouveau. Cela fait 14 ans que Toyota le fait. Mais la grande nouveauté, c'est d'avoir glissé un moteur hybride dans une voiture qui jusque-là roulait à l'essence ou au diesel. Depuis plus d'1 an, c'est une option comme une autre quand on achète cette voiture. Et à écouter Tony Walker, le directeur de l'usine, produire de l'hybride, ce serait presque devenu quelque chose de banal. Celle-là, c'est une hybride. Une voiture, parmi d'autres. C'est 30% de la production. 1 sur 3, 1 sur 4 est une hybride. Difficile de les détecter au premier coup d'œil. Pour les différencier, il faut regarder ce qu'elles ont dans le ventre. Ils veulent voir une hybride. Hein. Désolé de t'embêter. Côté coffre, le constructeur a d'abord rajouté cette longue boîte en métal. Ça, c'est la batterie. Le réservoir d'électricité. Et à l'avant, les 2 moteurs et le cerveau électronique qui les fait fonctionner, une invention maison dont Tony n'est pas peu fier. Le vrai avantage de Toyota, c'est le système de transmission qui passe en douceur d'un moteur à l'autre, sans que vous en aperceviez. Fini la voiture hybride assemblée sur une ligne spéciale comme la Prius et réservée à un public de connaisseurs. Avec l'augmentation du prix de l'essence, le groupe japonais a senti que les clients étaient enfin prêts à franchir le pas. Les clients de tous les jours sont maintenant intéressés. Avant, c'était une voiture spécialisée, une voiture pour les stars d'Hollywood. Maintenant, c'est une voiture pour tout le monde, une voiture pas chère et qui coûte peu en essence. Avec ce genre de modèle, ce constructeur espère inonder le marché européen. Et il n'est pas le seul sur les rangs. De plus en plus de fabricants lui emboîtent le pas. Mais un pays résiste encore au charme de l'hybride, la France. Car chez nous, un concurrent très particulier lui fait beaucoup d'ombre. À l'ouest de Paris, ce grand laboratoire pharmaceutique a pas mal de collaborateurs sur les routes. Et pour faire tourner leurs 900 véhicules, ils dépensent près d'1 million d'euros par an en carburant. Une coquette somme. Alors Xavier Bazan, le directeur du parc auto, aimerait trouver le moyen d'alléger sa facture. Très bien. Vous avez récupéré votre badge. Tout est prêt. Alors il a fait appel à Bertrand Lamarche, son consultant en flotte automobile. Sa mission ? Étudier si le moment ne serait pas venu de passer à l'hybride pour faire des économies. Car pour le moment, parmi les véhicules du parc, elles sont plutôt discrètes. Elles sont combien à rouler aujourd'hui en voiture hybride? On en a à peu près, on en a moins d'une vingtaine. Sur 900 véhicules? Sur 900 véhicules. Ici, l'immense majorité des voitures de fonction tournent au diesel. Donc l'idée est de regarder qu'est-ce que propose l'hybride comme alternative au gasoil et est-ce qu'elle est vraiment adaptée aux besoins de la société? Le premier élément de réponse se trouve dans les notices que fournissent les constructeurs. Là, Bertrand Lamarche a commencé par comparer ces données officielles. De prime abord, les véhicules proposent des prix similaires, la Prius étant légèrement plus chère, de l'ordre de 5%. Donc prix, mais aussi taille et puissance. L'hybride essence et ce diesel jouent dans la même catégorie. Et c'est l'hybride qui marque le premier point, celui de l'environnement. Les émissions de CO2 restent très largement en faveur de la Prius qui, avec ses 89 grammes, bénéficie des niveaux de CO2 parmi les plus basses du marché. 89 grammes de CO2 au 100 km, pas mal pour une voiture de cette taille. Ensuite, la consommation corrigée des véhicules. Donc le résultat est de l'ordre de moins de 10% de consommation en moins de la Prius contre la Mondeo.
De la même manière, Sur le papier, l'hybride est donc la plus économique. Mais il y a un facteur que Xavier Bazan doit considérer. Le prix du carburant et l'essence est bien plus cher que le gasoil. Après l'achat. Et donc on a utilisé... Il y a quand même 13% d'écart de prix à la pompe au litre de carburant. L'essence, 13% plus cher que le gasoil. Alors une hybride qui ne consomme que 10% de moins, ce n'est pas assez pour dégager un bénéfice. Malgré une vraie optimisation de la consommation, la Prius, en coût de carburant au quotidien, ne revient pas moins cher qu'un gasoil optimisé. Il y a encore plus surprenant. Comme Bertrand Lamarche gère les factures d'essence des véhicules, il a pu calculer leur consommation en ville, là où l'hybride est présenté comme imbattable. Et surprise ici, même en secteur urbain, l'hybride revient plus cher que le diesel. Un écart de 2%. Malgré une consommation inférieure au gasoil, l'écart de prix carburant ne peut être absorbé. Monsieur Bazan ne s'attendait pas à de tels résultats. Je suis surpris par les écarts. Je pensais vraiment qu'il y aurait un écart beaucoup plus significatif de consommation, en tout cas, entre un véhicule hybride qu'un moteur diesel classique. Il y a une bonne raison à cela. Les commerciaux sont toujours pressés et leur hybride utilise bien plus le moteur thermique que l'électrique. Résultat, la consommation d'essence s'envole. Dans cette entreprise, comme souvent en France, l'hybride a donc du mal à détrôner le diesel. Un carburant qui a toujours pu compter sur un soutien de taille. Les Français et le diesel. Une histoire d'amour qui dure depuis plus de 40 ans. Résultat, 7 véhicules 9 sur 10 sont aujourd'hui des diesels. Car pour aider les professionnels de la route, gros consommateurs de gasoil, l'État l'a toujours moins taxé que l'essence. Une exception française. Du coup, les constructeurs tricolores ont tous misé sur le diesel pour séduire les consommateurs et ne se sont jamais vraiment intéressés à l'hybride. Mais c'est en train de changer. Le monde de l'auto va bientôt connaître un petit bouleversement. A priori, c'est une voiture semblable à toutes les autres. Et pourtant, il y a encore 8 semaines, c'était l'un des secrets industriels les mieux gardés de France. À bord, 2 ingénieurs du groupe PSA, en mission confidentielle. Tu as le monitoring de toutes les températures des organes là ? Donc le moteur, lui, il est à 85 degrés, température optimale. Les pilotes d'essai de la dernière invention du constructeur français. Là, c'est un véhicule hybride diesel électrique. C'est en ça que c'est une première mondiale. C'est la dernière ligne droite pour nos ingénieurs. Ils doivent vérifier ce que donnent les ultimes réglages de l'ordinateur qui gère le moteur électrique. Un électrique et tu as perdu 2,2. Histoire de voir si tout marche correctement. Vous avez calé? Eh bien non. Le moteur thermique en effet est éteint, mais le moteur électrique est toujours actif. Et on va s'apercevoir qu'on va justement redémarrer en électrique pure. L'électrique, c'est justement le test du jour et il est décisif. On va essayer de mesurer le temps passé en électrique pure. Toutes les données de la voiture sont enregistrées et l'une d'elles est capitale. Dans cet ordinateur, la réponse à la question que se poseront tous les éventuels clients. J'ai tout, c'est parti. Et elle intéresse énormément Vincent Bassot, le responsable du projet hybride chez Peugeot. Chaque semaine, c'est la même question qu'il pose à David et Michel, ses lieutenants. C'est une branche et puis on essaye de regarder... Ce que j'aimerais essentiellement qu'on regarde, c'est si les derniers réglages qu'on a essayé de faire, et ben, si finalement on arrive à faire le boulot. On a les Vincent Bassot leur avait concocté une petite balade. Pour commencer, un parcours essentiellement urbain, à vitesse réduite. Et nos testeurs semblent satisfaits de leur performance. Voilà. On a des scores quand même en dessous de l'ordre de 4 litres, 3 litres 8, qui sont quand même intéressants à ces vitesses moyennes-là. Puis un petit tour sur les voies rapides. Et forcément, quand la vitesse augmente, nos pilotes obtiennent de moins bons résultats. Avec une consommation de 4 litres 3. D'accord. Tu as dû faire de la 4 voies type... C'est ça, A13, et puis un peu d'A86 aussi. 4 litres 3 sur autoroute ce jour-là. Apparemment, grâce à son moteur hybride, la voiture a peu consommé. Et comme c'est au diesel qu'elle tourne, la facture de gasoil ne devrait pas flamber.
Mais fabriquer en série une hybride diesel, c'est tout nouveau pour ce constructeur. Et à quelques semaines des premières livraisons, Vincent Bassot n'a pas droit à l'erreur. Rien ne doit venir perturber la fabrication de leur nouveau modèle. Pour notre chef de projet, la pression monte un peu plus tous les jours. Son véhicule hybride commence à sortir des lignes d'assemblage et Vincent Bassot a une obsession. Merci. Tenir la cadence. Alors chaque semaine, Monsieur Bassot vient à Sochaux, l'usine historique du groupe. C'est là qu'est assemblé l'hybride. Ce matin, il souhaite vérifier que l'installation de l'un des éléments les plus importants du véhicule, la batterie, est maîtrisée par les équipes. Donc là, on est au point, on n'a pas de souci spécial. Donc là, non, il n'y a pas de souci. C'est un poste qui est effectué depuis quelques temps maintenant par les opérateurs. La pose de la batterie, une des nouveautés pour ces ouvriers. Et ce n'est pas la seule. Comme dans l'usine Toyota en Angleterre, les hybrides sont assemblés au milieu de modèles classiques. Et c'est pour la même raison, faire des économies. On vient se glisser dans les postes existants, donc ça nous permet de maîtriser les coûts aussi de fabrication de l'hybride. Et rajouter des hybrides dans la chaîne a été un peu plus compliqué que dans l'usine britannique. Car dans cette voiture, les deux moteurs ne sont pas au même endroit. À l'avant, le diesel, le moteur électrique, lui, se retrouve à l'arrière. Ce bloc-là est donc bien plus compliqué à installer que sur une voiture normale. Là, ça vient directement se loger. Et Vincent Bassot doit s'assurer que cette nouvelle opération ne va pas ralentir toute la chaîne. L'appréhension, la pose, le centrage, Apparemment, tout fonctionne comme prévu. Mais pour terminer sa visite, il a besoin d'un chiffre essentiel. Le nombre précis de voitures qui ont été assemblées sur la chaîne aujourd'hui. Salut, ça va? Aujourd'hui, combien de voitures? Donc production 25 véhicules engagés, donc premier à 2h30. Donc le dernier on l'a engagé à 10h30, il va sortir vers 19h ce soir. D'accord. Pas d'arrêt de ligne pas à ma connaissance. Non, rien de spécial aujourd'hui. Vincent Bassot est rassuré, la production semble être sur de bons rails. Mais pour que son nouveau modèle soit une réussite, il va falloir que les automobilistes soient sensibles à ses charmes. Alors le constructeur a lancé son opération séduction. À Dinard, dans un bel hôtel, le groupe PSA a organisé un séjour de charme, tout frais payé, pour quelques journalistes spécialistes de l'automobile. Ils sont venus de toute l'Europe pour tester l'hybride diesel du constructeur. Parmi eux, Christophe Bourou, un homme très influent. C'est le monsieur auto de la radio la plus écoutée de France. Et avant de prendre le volant, il fait toujours la même chose. Vous regardez là? Le coffre. Le coffre. Comme un bon automobiliste de base, c'est ce que je regarde en premier. Parce que dans une hybride, bien souvent, le coffre est un peu juste. Alors il faut toujours y jeter un œil. Et ce sont les batteries qui prennent de la place. À mon avis, il y a quoi? Il y a 10-15% de perte, ce qui n'est pas énorme, parce qu'habituellement, sur les voitures de ce type-là, avec des batteries, c'est beaucoup plus important. Donc ça, c'est plutôt un bon point de la part de Peugeot. La valise rangée, il n'y a plus qu'à monter à bord et mettre le contact. Là, elle est en marche. On n'a rien entendu. Zéro bruit, c'est le monde du silence. Christophe Bourou s'est vu confier cette voiture le temps d'une petite balade sur les côtes bretonnes. Et c'est la consommation de l'hybride que remarque en premier notre spécialiste. Le gros avantage aussi, c'est le gain en consommation, puisqu'on est sur du diesel. Donc on consomme 30 à 35% de moins par rapport à un modèle classique. Donc le gain est vraiment énorme. Pour Christophe Bourou, les qualités du véhicule sont au rendez-vous. Mais pourtant, il ne va pas convenir à tout le monde. Le prix est quand même un gros frein, puisque la voiture démarre à plus de 35 000 €. Donc pour une voiture familiale, 35 000 €, c'est quand même énorme. Si vous êtes un gros rouleur, VRP, taxi, là il n'y a pas photo. Vous ferez vraiment des économies avec une voiture qui est hyper agréable et qui est quand même sympa à conduire. Si vous êtes automobiliste lambda, non.
Un véhicule, a priori destiné aux professionnels, aux entreprises. Et ce n'est pas un hasard. En France, ce sont eux qui achètent plus d'une voiture neuve sur deux. Et c'est sur cette enquête sur les véhicules hybrides que s'achève ce numéro de Capital. Merci à Jean-Bernard Schmitt, Charlotte Riesi, Audrey Glohagen, Emmanuel Gagné, Sébastien Renoux et Laurent Renaudy. Quelques mots encore pour vous signaler le lancement de la 8e édition de Graines de Boss. Si vous êtes étudiant ou jeune entrepreneur, que vous avez une bonne idée, vous pouvez participer à ce concours de création d'entreprise. Au mois de mai, 3 lauréats distingués par un jury de chefs d'entreprise gagneront le droit d'être plongés tout de suite dans la cour des grands. Tous les renseignements, c'est sur leur site internet grainedeboss.fr. Dans un instant, cette enquête exclusive. Bernard de la Villardière a mené l'enquête autour de la ferraille et elle a une cote incroyable. Très bonne fin de soirée. On se retrouve dans 15 jours. Bonsoir.